Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Comment vous Yo allez? Incroyable, on est avec Get Benzen ce soir. Yo yo yo. Oula, c'est compliqué là. C'était compliqué le setup de dernière minute. Oui, c'est... J'ai réussi à mettre le bot correctement en 1 minute. Parce que c'était moi-même qui était... c'était mon compte qui parlait entre les chats. Bon, normalement le bot moléculaire est en place et il peut retransmettre les messages d'un chat à l'autre. Ouais. Je rappelle qu'on est tous les deux en live avec l'ami Get Benzen, streamer de vulgarisation. Moi je lag. Également. Toi tu Moi, lag? en ce moment c'est compliqué, donc peut-être T'as que des c'est mieux images si perdues. vous restez chez Robin. Ouais, Oh non mais arrête, dis pas ça. d'images perdues. Ça diminue petit à petit, mais... Parce que tu n'as toujours pas, contrairement à ce que tu as dit, je me souviens dans la dernière émission. La dernière émission, j'avais dit que normalement la prochaine émission se ferait avec la fibre. C'est pas aussi simple. C'était sans compter sur les capacités d'Orange. Ouais. Aïe aïe aïe, c'est compliqué là. Des fois les aléas, ça va jamais comme il faut. Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci d'être déjà nombreux dans le chat. Vous avez été plusieurs à écrire dans le chat. Donc merci à Mandrake42, à Skinium. On a Foulafrousse, que je vois pas souvent. Ça fait plaisir de voir aussi des nouvelles têtes un petit peu. Poloche, content de te voir ce soir également. Et voilà, on a fait un petit tour. Ce que je voulais vous dire, c'est que oui, il n'y a pas eu de son exceptionnellement pendant le waiting screen parce que il y a un bug très très spécifique que je n'obtiens que dans les conditions de streaming avec Get Benzen. Ce bug, il consiste à avoir un bug de son lorsque je partage, lorsque je partage mon écran sur OBS Ninja et que je fais quelque chose sur un navigateur quelconque, ça modifie le son de Get Benzen quand il parle, ça hache le son de Get Benzen en plus de hacher le son de ce que je peux faire sur mon navigateur. Donc si je mets de la musique par exemple comme le Lofi, la musique aurait été hachée. Voilà, vous auriez entendu du Lofi haché. C'est pas du steak haché. Autant pour les steaks ça va, autant pour la musique, bon. Bah, c'est pas ouf d'avoir de la musique hachée. Donc c'est un bug très particulier qui n'existe que lorsque je partage mon écran, et autrement dit c'est très rare puisque ça n'existe que dans l'émission Formule Brut pour le moment. Donc j'avais oublié que ce bug existait parce que la dernière Formule Brut c'était il y a 1 mois et j'avais pas noté le bug. Bref, voilà les joies du streaming comme d'hab, des trucs très étranges qui arrivent. Voilà. Comme dit Kofi, il a pas la fibre, il fait tout bugger. Le mec cumule, quoi. Ouais, c'est ça. Tu fais un peu la totale, quoi, finalement. Ouais. Salade tomate oignon dans les emmerdes informatiques. Difficile de streamer avec toi, Gat. Hein. C'est des contraintes, d'animation, d'organisation. C'est difficile. Ouais. Mais ça va le faire. J'ai besoin de toi quand même ce soir. Je me suis dit, je peux pas parler du CO2 tout seul. Je suis sûr que Gat, il aura plein de choses à rajouter. Surtout que les formules brutes, c'est souvent toi qui les carry plus que moi. Honnêtement. Non, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Non, mais ça c'est dit le gars qui essaye de de dire oui, tout le monde travaille. En réalité, souvent, après, ça dépend pour quelle émission, mais tu rajoutes des anecdotes assez croustillantes et des explications, des fois, qui sont vraiment stylées. Donc, bref. D'accord. Je compte sur toi. Enfin, en tout cas, ce soir, je me suis dit, je vais compter sur l'ami Get pour nous faire un superbe dessin de l'effet de serre. Dessine-moi l'effet de serre, Get Benzen. Ok. Ça va, c'est dans tes cordes, ça, Est-ce qu'on pourra un moment parler de l'effet de serre? On sera obligé, hein, vu que c'est la molécule de soir, vous l'avez vu, c'est le dioxyde de carbone. Donc ça sera un petit peu le phénomène incontournable de la soirée. Et voilà, quoi. Et voilà. Bon, toi, comment ça va? Sinon, j'ai beaucoup parlé, là. Ça va bien. Ça va bien. J'ai pas la fibre, donc ça va moins bien. Mais ça va. Je survis. Ma connexion en VDSL survit. Mais ça t'empêche pas quand même de streamer. T'as fait des streams. Tu fais pas que les formules brutes. Oui. C'est quoi ton actu un peu? C'est quoi tes derniers streams là que t'as fait? Lundi, j'ai fait mon dernier stream jeu vidéo de l'été parce que j'avais un calendrier pour l'été qui était un peu plus light en termes de vulga parce que j'avais envie de me poser puis d'essayer des nouvelles choses sur Twitch. En fait, c'est surtout je voulais me forcer à faire des trucs sur Twitch. Ouais. Et du coup, quelle chose je me disais le lundi des jeux vidéo, voilà, c'est cool. J'ai initié Poloche à Stacklands apparemment. Mais c'est un très bon jeu. Si vous avez l'occasion d'y jouer, c'est un tout petit jeu indépendant, Stacklands. D'accord. C'est un jeu de quoi? De stack? De gestion. Il faut gérer un petit village avec des cartes.
Je fais que mourir. Non, mais très, 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 très bon jeu. Et voilà, je vais reprendre 2 streams de Vulga par semaine. Nice. Il y a une nouvelle émission qui arrive, j'espère bientôt, mais tu veux en parler? Non, j'en parlerai quand j'en parlerai. Ouh là là, suspense. Et voilà. Ok. Quel jeu? Stackland, on parlait. Stacklands. Ouais. Stacklands. Et ok, bah sympa ça. À la rentrée, du coup, tu vas te remettre à faire plus de Vulga. Une nouvelle grille comme la radio. Comme une nouvelle grille. Ça marche. Bon, bah c'est cool en tout cas de voir que tu es toujours actif. Bah moi ça va, dernièrement j'ai pas mal streamé aussi, j'étais sur un rythme assez régulier, 3 voire 4 streams par semaine, parce que j'avais pris mes vendredis d'août, alors j'avais un jour de plus et j'en ai souvent profité pour faire un café croissance supplémentaire le vendredi matin, ou même des fois streamer le vendredi soir. La semaine dernière j'ai enchaîné, j'ai fait un stream vendredi matin et vendredi soir, tu vois. Chose incroyable qui n'arrive pas. Faire 2 streams en une journée, c'est très très rare sur cette chaîne. Et c'était cool. Ouais, c'était sympa, mais c'est vrai que c'est crevant. En fait, c'est souvent je me dis, tu sais, dès que j'ai un peu de temps libre, je me dis allez, je vais streamer, mais c'est une activité qui est vraiment fatigante, quoi, d'être aux aguets, de tout voir, de toujours devoir un petit peu animer, de savoir que t'es filmé. Il y a de l'énergie en fait, il y a une charge qui s'accumule. Et en fait, c'est vrai. Je comprends que quand tu es streamer, même à temps plein et que c'est ton activité principale, je comprends que ça peut être aussi difficile de streamer tout le temps et que tu as forcément besoin de jours de pause, parce que c'est vraiment moi, je suis vraiment très impressionné par Ponce, par exemple, qui stream 5 jours par semaine et il stream minimum 6 heures par jour, quoi. Ouais, non-stop, ouais. C'est un truc de ouf. C'est un gros taf. C'est un taf à temps plein. C'est un taf à temps plein. Et puis, il faut être à fond, il faut regarder qu'il n'y ait pas de problème. S'il y a des problèmes, il faut les diagnostiquer en direct. Tu prends tout de suite 5-10 minutes à regarder un problème. Ouais. Les viewers, ils vont s'en rendre compte. C'est chaud, quoi. C'est chaud. C'est ça, et puis on mesure pas tout le taf qui est fait aussi en dehors du stream, quoi. Préparation du stream, tout ça, c'est pas simple. J'ai remarqué quand même en faisant du jeu vidéo là cet été que c'est quand même moins... Cette charge mentale-là, elle est moins présente. Quand tu fais du jeu vidéo ? Ouais. Parce qu'il y a aussi... avec le jeu en disant bon bah c'est bon, let's go, je le lance, je regarde qui se lance, je règle tous les réglages. En même temps, c'est fait, c'est parti, let's go, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus spontané. C'est vrai que jouer à un jeu, c'est un peu plus relaxant aussi. Donc c'est pas tout à fait la même chose que de faire effectivement des streams de vulgarisation, de devoir les préparer et de réfléchir. Ça nique un peu les neurones quand même des fois avec une journée, enfin en tout cas me concernant, quand j'ai une journée de taf dans les jambes et que le soir il faut animer 2 streams, un stream de 2 heures ou plus sur une thématique toujours technique, ça fait mal un petit peu. Clairement. Dans Stackland, il y a la gestion de bouffe, mais ça parle pas du CO2. C'est vrai ça. Dans Stackland, est-ce qu'on peut, on peut provoquer un problème de réchauffement climatique ou pas ? Non, par contre, dans Terraforming Mars, c'est le but du jeu. Oui. Ah ouais, j'ai déjà joué à Terraforming Mars. C'est un jeu de société, Terraforming Mars. À la base, on me l'a offert d'ailleurs. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup jouer, malheureusement, mais ça reste un très bon jeu parce que je l'avais testé un peu en famille. C'est une dinguerie. Et c'est assez cool parce qu'il y a quand même... faut aimer les règles. Faut aimer les règles, mais je dirais que c'est pas non plus les règles les plus hardcore du monde. Non, et en plus, surtout que la manière dont on joue, elle est assez RP finalement. Et donc, tu peux intuitivement retrouver les règles et les comprendre. Et ce que j'avais bien aimé, c'est le côté un peu art science du jeu qui essaye quand même ça reste un jeu de fiction entre guillemets parce qu'on fait de la terraformation, ce qui est aujourd'hui pas possible en fait, même si on a les théories derrière. Ouais, voilà, les théories de terraforming qu'on peut éventuellement élaborer d'un point de vue scientifique, elles existent quelque part. Mais après, au niveau pratique, c'est encore toute autre chose. Mais ouais, c'est un jeu assez intéressant parce que l'objectif, c'est justement de rendre habitable Mars. En tant que joueur, vous représentez une... C'est incroyable. Il y a quelqu'un qui met la radio à fond en bas de chez moi, quoi. Je sais pas si vous entendez, mais... Oui. Putain, c'est extraordinaire. Hein. Grosse ambiance. Donc, on représente une société, excuse-moi.
et qui essaye de prendre le contrôle un peu sur la planète et d'instaurer ses lois, ses régulations, ses technologies, machin. Vous êtes un peu le Elon Musk du game, quoi. Mais les actions que vous allez faire vont modifier des jauges de teneur en CO2, en eau, en oxygène. Et il faut réussir à modifier ces 3 paramètres alors qu'on est en opposition. En fait, les 3 paramètres sont à évoluer de manière coopérative avec les autres joueurs, sauf que les entreprises sont en concurrence et donc à la fin, il faut quand même gagner, quoi. Donc c'est assez stratégique, c'est vraiment bien foutu. Il existe en jeu vidéo, Terraforming Mars, mais comme tu le disais, c'était un jeu de société au départ. Oui, c'est vrai qu'on peut y si jouer. Vous avez l'occasion de jouer... Il est gratuit d'ailleurs en ligne, le jeu Non, il était gratuit sur l'Epic Game Store, je l'avais récupéré à un moment donné. Ouais. Mais si vous avez l'occasion d'y jouer avec des potes en jeu de société, très très bon jeu. Les gens sont matrixés par le bruit, ils veulent que j'aille me battre avec... Mais je crois que ça s'est calmé là. Non, mais moi, t'avais du chloroforme, t'avais un flacon de chloroforme il y a quelques sessions. Ouais, c'est vrai, j'ai dû le ramener parce que c'est pas. J'ai toujours de l'éthanol par contre. C'est moins efficace. Je pourrais ramener de l'acide nitrique de mon labo du 67% là. Pas tout à fait pas fumant, mais pas tout à fait fumant, mais là la petite bouteille là de 2,5 litres. Je me demande ce que ça fait si tu lâches une bouteille de 2,5 litres de 2 étages là. Sans doute elle se fend et tu sais, l'acide nitrique c'est quand même assez oxydant fort et tout dans des bonnes conditions. Même sur le bitume ça doit faire un peu de dégâts, non? Je pense, ouais. Après c'est pas non plus du 100%, c'est 67% celui que j'ai au labo. Mais en vrai, des fois j'ai réfléchi à des actes terroristes que je pourrais faire avec des produits chimiques. Non, mais je réfléchis juste. Hein. Je suis pas passé à l'acte, mesdames, messieurs. Ne me dénoncez pas la police. Non, mais en fait, non, je sais pas vraiment que je réfléchis à ça. Je rigolais, évidemment. Mais, non, c'est juste que tu as accès à des produits. Oui, voilà, j'ai accès à des produits et je me dis... en fait, si j'étais malveillant, je pourrais me faire des trucs, mais vraiment horribles. Mais bon, c'est pas grave. Je préfère pas y penser. C'est dans mes moments les plus sombres. On a chacun notre partie un peu plus obscure, n'est-ce pas? Je me sens un peu tout seul là-dessus. Si tu veux. Donc, pour cette soirée... Alors, cette soirée, mesdames, messieurs, le dioxyde de carbone, qui n'est pas, en fait, vous le verrez, une substance particulièrement dangereuse. En fait, moi, j'aimerais bien, pendant que cette soirée, qu'on démystifie un peu le CO2, qu'on le remette un petit peu à sa place et qu'on lui redore un petit peu le blason, parce que cette molécule, elle est bien plus que seulement un gaz à effet de serre. Mais ça, on aura l'occasion de... C'est une molécule qui est primordiale à la vie, même au départ. Ouais. Elle est absolument primordiale. Alors, par où on peut commencer? On va commencer par la base. Je pense qu'on a... C'est bon, là, on a fait la mini-intro. Vous êtes chaud dans le chat ce soir? Est-ce que vous êtes chaud? C'est vrai qu'on fait jamais ça à chaque fois. Let's go, mesdames, messieurs. On va parler du CO2, la molécule préférée des Français, élue molécule 2022, Miss Molécule 2022. On devrait faire des Miss et Mister de molécules chaque année et voir quelles sont les molécules préférées des citoyens du monde, quoi. Au secours. Ah non, ça, c'est demander l'avis aux gens sur leurs molécules préférées. J'entends tellement de conneries. Comment ça? Non mais écoute, c'est comme ça. Sur les molécules. Bah ouais, déjà que... Non, je vais pas parler de Thomas Pesquet et de l'espace. De l'intervention. CO2, let's go, full la fausse. Regardez, grosse ambiance pour le CO2 ce soir. Let's go. Alors, on est avec GetBenzen, mesdames, messieurs. N'hésitez pas à suivre l'émission chez GetBenzen également, puisqu'il est en live. On fait une émission duo qui s'appelle Formule Brute. Dans cette émission, pour ceux qui ne savent pas, on parle de molécules, sachant que chaque émission est dédiée à une molécule particulière. On a déjà fait une petite dizaine de molécules, et là, ce soir, on s'attaque à un gros morceau. C'est comment ça, une petite dizaine? C'est notre 9e épisode, c'est facile de suivre. Ouais, oui, je commence ça, c'est facile de suivre. Moi, je compte plus, tellement qu'il y en a des épisodes. Toutes les rediffs sont disponibles d'ailleurs dans l'onglet vidéo de nos chaînes Twitch en temps fort. Vous pouvez la retrouver, ou sinon aussi sur ma chaîne YouTube de rediffusion, tout ce qu'on prend en replay. Voilà, c'était la petite parenthèse auto-promo. Mais aujourd'hui, ce soir, grosse molécule. Gros morceau, c'est le CO2, le dioxyde de carbone. Dans Formule Brute, on commence toujours par une présentation
assez général de la molécule et en particulier à quoi elle ressemble. Puisque vous le savez ou pas d'ailleurs, une molécule, c'est un assemblage d'atomes. Et oui, Jamy, les atomes, ce sont les briques élémentaires de la matière. Le CO2, c'est la formule brute. Tu veux nous l'afficher? Est-ce que tu nous l'as déjà... Ça y est, c'est fait. C'est fait, mesdames, messieurs. J'osais pas afficher, faire la transition. Voilà, vous la voyez en gros. CO2, c'est une molécule qui est très simple puisqu'il y a 3 atomes. C, un atome de carbone. O, 2, ça veut dire le 2, c'est pour 2. Donc CO2, c'est un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Voilà, CO2. Donc là, vous voyez à 3 boules. Bon, sachant qu'il y a 2 atomes d'oxygène et 1 de carbone, je pense que vous pouvez deviner. Première question, pour voir si le chat est réactif à votre avis. De quelle couleur? Qui est qui? Est-ce que le noir, c'est le carbone? Ou est-ce que le rouge, c'est le carbone? Ça devrait aller. Alors, je pense le que... chat, là, alors les gros cerveaux du chat, ils sont où, là? Il n'y a plus personne. Tu dis ça, tu vois, le chat est mort. Ouais. Les gens, dès qu'on pose une question... On pourrait le faire la version Dora l'exploratrice, tiens. Nous avons du CO2 avec en noir. et tu laisses un moment de gêne avec un petit mouvement. Alors, tu as fait ton choix? Dépêche-toi vite. Le noir, c'est le fond. Ouais, alors ça va. Ça, on parlait pas de ça, mais d'accord. C'est un début. Ouais. C'est pas vert. Pourquoi le carbone est blanc? Mais où sont les conventions? Poloche. Comment ça, blanc? C'est pas blanc, ça? Poloche se découvre un daltonisme. Ouais. Le noir, c'est le tungstène. Bon, il n'y a que des mauvaises réponses dans le chat. Hein. Ça se voit qu'on a du travail à faire en tant que vulgarisateur. En même temps, si vous étiez pas là dans le chat, on servirait à rien, tu vois. Il y a un moment. Alors, on a un chat de troller. Ça, c'est une possibilité. Ah bon aussi. Tu penses? Non, moi, c'est full premier degré. En d'habitude, mon chat est très pragmatique. Il n'y a aucun problème avec ça. Bon. Ce CO2, c'est une molécule qui est donc très simple. Elle est linéaire en plus. Le carbone peut former jusqu'à 4 liaisons covalentes. Il les forme volontiers et allègrement avec les atomes d'oxygène. Et oui. Il y a des doubles liaisons. C'est ça. 2 liaisons carbone-oxygène de part et d'autre. Donc ça fait 2 x 2, ça fait combien? Deuxième question pour le chat. 2 x 2. Non, mais on sait jamais. Parce que là, tout à l'heure, c'était la question chimie. Maintenant, on fait la question mathématique pour voir s'ils sont un peu meilleurs en mathématiques qu'en chimie, tu vois. Ouais. C'est difficile. Il y a du niveau. Hein. Il faut rattraper le niveau du chat. En base combien? Excellente question, Poloche. Putain, les encureurs de mouches, j'aime pas ces gens-là. En même temps, on les provoque. Hein. C'est la première fois que je suis aussi un connard avec mon chat. Hein. Je suis désolé, mais c'est pour vous chauffer un peu. C'est pour vous chauffer. En base combien? En base. Alors, oui, donc 2 x 2, 4. Un truc important à signaler, c'est que yes. on a parlé donc de liaisons covalentes. Les liaisons covalentes, c'est le partage d'électrons d'atome à atome. Et ça, c'est très important parce qu'il y a plusieurs types de liaisons chimiques qui existent pour que les éléments du tableau périodique puissent s'agencer les uns aux autres pour former des structures. Et une de ces liaisons, c'est la liaison covalente, c'est le partage d'électrons. On a des électrons du carbone qui vont être partagés avec l'oxygène et donc ils vont se retrouver un peu entre les deux. Il va y avoir un nuage il va y avoir une chance de les retrouver dans cette zone-là plutôt qu'autour des atomes. Et ces liaisons, ces forces-là créent des liens et ces liens, c'est ce qu'on appelle des liaisons covalentes. Et plus la liaison est nombreuse, on peut avoir des liaisons simples, doubles et triples. Et plus la liaison est nombreuse, plus le lien va être fort en fait. Ouais, si on a un seul bras si on a 2 bras qui se tiennent l'un l'autre comme ça, ou si on en a 4, bah on a plus de liens, on peut facilement sortir le mec qui est en train de tomber du précipice. C'est ça. Mais tout ça pour dire que du coup le CO2 c'est une molécule qui est assez solide. Ouais. Qui est stable on dit du coup. Ouais. Dans la nature, la molécule va être assez stable. Il va falloir énormément d'énergie pour pouvoir la casser et pour pouvoir la transformer. Et pourtant, il y a énormément de réactions chimiques qui interviennent dans la nature, que ce soit pour la croissance des végétaux, pour la croissance, pour la respiration humaine aérobique ou anaérobique. Et puis, dans la haute atmosphère, on va avoir d'autres réactions chimiques qui vont pouvoir intervenir avec ce CO2. Mais
le fait d'avoir ces 4 liaisons doubles, enfin ces 2 liaisons doubles, et donc ces 4 liaisons au total avec des électrons, ça veut dire que la molécule, elle peut stocker énormément d'énergie, et comme on l'avait dit, stocker de l'énergie, c'est vibrer fort. Et si on vibre fort, la chaleur augmente. Oh là là, il a tout raconté en une phrase, il a spoilé toute la suite du stream. Super, ça, bravo. Donc pour résumer, moi je vais le dire avec les mots simples pour les gens du chat qui ont un niveau en mathématiques et en chimie modeste, pour rester poli. En fait, voilà, cette molécule, elle est plutôt solide entre guillemets sur ses appuis parce que elle a deux fois 2 bras de chaque côté. Le carbone est lié à un oxygène de chaque côté avec en double liaison, donc pas en simple liaison mais en double liaison. Donc les liaisons, c'est ce qui forme le ciment dans une molécule, ce qui va lier les atomes entre eux, d'accord ? Les liaisons sont faites à partir d'électrons. Les électrons des atomes sont mis en commun pour former des liaisons et faire ce fameux ciment, faire en sorte que la molécule devienne un assemblage, un peu de la même manière qu'avec des Lego, vous créez des assemblages. Imaginez qu'un atome, c'est une pièce de Lego. On va tout le temps la faire, cette analogie. Hein. Si vous, toutes les formules brutes, elle y est. Hein. Vous pouvez faire un bingo si vous voulez, ça marchera tout le temps. Donc voilà, les fameuses briques de Lego, c'est les atomes. Vous les agencez entre eux, vous faites des structures qui sont les molécules. Et bref, là, avec ces 2 fois double liaison, en fait, vous avez un truc quand même assez solide, quoi. Un truc ouais. qui se pète difficilement. Et donc, si la molécule, elle est solide, bah, du coup, en théorie, on ne peut pas trop la transformer. Elle peut pas, ou plus difficilement, il faut fournir plus d'énergie pour la transformer. Et c'est ça qui est un peu paradoxal, entre guillemets, c'est que malgré le fait que ce soit une molécule qui soit relativement stable, qui soit assez solide, bah, elle est quand même utilisée dans plein de transformations biologique ou même physico-chimique qu'on peut retrouver dans la nature. Et donc il y a tout un cycle du dioxyde de carbone, enfin on devrait dire plutôt le cycle du carbone, parce que finalement c'est comment le carbone est transformé. Tu caches un sourire, j'ai l'impression, je sais pas ce qui se passe, mais je lis le chat. On lit le chat. Hein. Bonsoir à tous. Donc bref, il y a cette molécule-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle porte un carbone, et ce carbone-là, il va pouvoir être transféré d'un milieu à un autre, et après servir pour autre chose. Typiquement, on peut directement l'aborder, d'ailleurs cet aspect-là, probablement vous le connaissez, mais le principe de faire de la biomasse végétale, enfin en gros de comment les arbres, les végétaux poussent, on va dire de manière générale, même s'il y a toujours des cas particuliers, de manière générale, la matière organique qui constitue, on va dire, la matière végétale, d'où est-ce qu'elle vient ? Eh bien, elle vient du CO2, en particulier du carbone qui est récupéré dans la molécule de CO2, et ce carbone va permettre à la plante de construire après ses propres édifices de matière organique, ses propres molécules organiques, pour former justement elle-même, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une des manières de transformer le CO2 en biomasse, du coup. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, une manière de capter le CO2 de l'atmosphère, c'est de planter des végétaux, des arbres. Voilà. On en a parlé un petit peu quand on a traité d'autres molécules organiques comme la nitroglycérine ou le chloroforme, ou l'éthanol même. Mais en chimie, on a un petit peu 2 séparations. On a une grosse séparation qui parle de chimie organique et de chimie inorganique. La chimie organique, je l'ai déjà dit, hein, on se répète, mais c'est la chimie du carbone. C'est comment est-ce que des chaînes de carbone, des atomes de carbone les uns attachés aux autres, forment des molécules qui sont utilisées par le vivant. Ça, c'est le cadre de la biochimie. Ou même, on a de la chimie organique industrielle, les hydrocarbures, la production d'hydrocarbures, tout ça, c'est de la chimie organique. C'est des chaînes de carbone qui sont utilisées de différentes manières dans le but de faire potentiellement une combustion pour fournir de l'énergie. Et cette fourniture, et ça marche pour le vivant et pour les hydrocarbures. Hein. On prend des molécules organiques de carbone, on les brûle, on les oxyde, et on forme du CO2 et de l'eau. Et en fait, ce CO2, ça va être notre point d'approche pour passer de carbone organique
à du carbone inorganique. C'est vraiment un carrefour de chimie qui va être super important parce que ce CO2 qui est rejeté par le vivant, qu'on peut considérer comme du carbone organique, rejeté, c'est du carbone qui appartient à des chaînes de carbone organique qui a été brûlé et qui redevient du CO2. Ce CO2, il va pouvoir être utilisé dans des mécanismes physiques de réchauffement climatique. Ça, on le connaît, normalement, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Mais il va aussi pouvoir être transformé ou stocké dans le sol de manière inorganique, sous forme de cristaux, sous forme de carbonate, en l'occurrence. Mais de calcaire. on en parlera le moment venu. Bah, un exemple qu'on peut donner pour pas que ça reste trop flou pour les gens, c'est que donc le CO2, comme tu disais, c'est un peu une molécule carrefour entre le monde organique et le monde inorganique. Pourquoi on dit ça? Parce que le CO2 peut être utilisé à la fois, comme on l'a dit tout à l'heure, pour faire des édifices de molécules organiques type ce qu'on retrouve dans la biomasse des plantes, enfin des végétaux en général, donc constituer la matière organique des plantes. Mais le CO2 peut aussi servir, comme tu as dit, à former des édifices plutôt inorganiques type le calcaire. Le calcaire, exactement, par exemple, c'est formé de calcium. C'est du carbonate de calcium, et en fait dans le carbonate, qui est de formule chimique CO3, CO3-, CO3, on retrouve CO2. Vous voyez que, même si c'est pas... Il y a des transformations pour passer du CO2 au calcaire, il y a des transformations évidemment, mais vous voyez que en fait, il y a des parties qui sont similaires. Donc c'est intéressant de comprendre que cette molécule-là, elle peut être impliqué dans différentes transformations qui ne lient pas forcément que le vivant d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand on étudie le temps de vie du CO2, pour des raisons climatiques, on essaye de suivre combien de temps le CO2 qu'on émet via nos industries vont rester dans l'atmosphère, on se rend compte que selon les phénomènes qu'on regarde, le CO2 va mettre plus ou moins de temps, va mettre un temps plus ou moins long avant d'être stocké soit par la biomasse, soit par justement la partie inorganique, donc la terre, quoi. Il y a différents processus, que ça soit vraiment biologique ou au contraire abiologique, même si ce mot n'existe pas, qui permettent d'expliquer comment le CO2 après est stocké, même si on en émet nous par nos processus. Alors attention, c'est pas parce qu'on dit que le CO2 peut être stocké par des moyens naturels type biologique ou abiologique, que en fait c'est une bonne chose de l'émettre, parce que en fait ce sont des processus qui sont quand même longs, et qu'aujourd'hui on est sur une émission de CO2 qui est tellement importante en quantité. Si vous voulez, pour schématiser, ça pourrait ne pas être un problème qu'on émette du CO2 si on émettait autant de CO2 qu'il y en a qui sont stockés en même temps. Exactement. En gros, c'est ce qu'on appelle l'émission nette. Une émission nette, c'est lorsque vous émettez autant que ce qui est stocké. Donc en fait, c'est le bilan global, il est nul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans l'atmosphère, il y a toujours la même quantité de CO2, parce que tout ce que vous émettez, comme vous est stocké, excusez-moi, ça prend le même temps. Mais nous, dans nos sociétés actuelles, on vit dans un monde dans lequel, en fait, finalement, on émet beaucoup plus que ce qui est capable de stocker la Terre en termes temporels, quoi. Donc il faut attendre beaucoup plus longtemps pour que le CO2 qu'on émet en surplus finisse par être stocké. D'ailleurs, en fait, on a une idée, on peut calculer les durées de vie du CO2 dans l'atmosphère, c'est autour d'une centaine d'années. Sauf qu'en fait, au bout de 100 ans, c'est pas tout le CO2, mais c'est plutôt une partie du CO2 qu'on a émis, une bonne partie du CO2 qui est stocké. Mais après, il faut attendre beaucoup plus longtemps si on veut qu'il soit totalement stocké, quoi. C'est plus que 100 ans, en fait, je crois que la réalité des choses. Je sais pas si tu partages mon écran actuellement. Non, mais je vais le faire. Mais pourquoi est-ce que le CO2 est stockable dans les environnements? Parce qu'on disait que la molécule est très solide. Si la molécule est très solide, elle devrait être difficilement dégradée. Et comme tu le disais, une molécule qui est stable pendant une centaine d'années dans l'atmosphère, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et ben en fait, cette molécule, elle est soluble. Elle peut se dissoudre dans l'eau
pour former des nouvelles molécules. Ou alors, elle peut être absorbée par les arbres, par la respiration des arbres, qui est que elle absorbe le CO2 pour former des chaînes carbonées dans les arbres, pour former des sucres, pour former ce que vous voulez, de la sève, n'importe quoi, et elle va rejeter du CO2. Ça, c'est la photosynthèse. Donc, c'est notre premier moyen d'absorber... C'est un des moyens d'absorber du CO2 dans l'atmosphère, c'est par photosynthèse, parce qu'en plus, ça nous arrange, ça rejette de l'oxygène, dont on va se servir pour respirer. Ouais. Alors, je fais une petite pause parce qu'il y a 2 questions dans le chat. D'ailleurs, je vous encourage à poser vos questions au fur et à mesure. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'émission qu'on fait avec Get Benzen en duo, donc je rappelle, on est tous les deux en live, chacun sur nos chaînes. On préfère prendre vos questions et essayer de paver l'émission en fonction des questions que vous avez, plutôt qu'on vous récite ce qu'on a appris via nos recherches, quoi. Donc, alors les questions, c'était déjà au niveau de la quantité de CO2 qu'on émet. Est-ce qu'on peut imaginer comme solution de tout simplement planter un maximum d'arbres et ça suffira, en gros, pour essayer d'absorber tout le CO2 qu'on émet? Moi, je suis pas sûr de ma réponse, mais il me semble que ça demanderait beaucoup trop d'espace, de surface agricole sur Terre pour reverdir entre guillemets et pour stocker tout ce CO2 là. Je connais pas, je saurais pas combien, je saurais pas exactement combien de surface il faudrait, mais à mon avis c'est à mon avis beaucoup trop. Et j'ai plus le chiffre, mais il y a John Oliver qui est c'est quoi, un comédien d'investigation? Comment est-ce qu'on le décrit? C'est un présentateur télé américain qui a une émission qui s'appelle Saturday Night Live, un truc comme ça. C'est sur HBO. Et non, c'est Last Week Tonight. Bref, il fait des petits reportages d'investigation de manière humoristique, mais qui sont assez bien sourcés. Et un de ses derniers épisodes, c'était justement sur le greenwashing et sur les entreprises qui payent des bons carbone pour planter des arbres. Ouais. Et il avait des chiffres là-dedans et il a parlé d'un chiffre de combien il faudrait pour neutraliser tout le carbone atmosphérique. Ah, il en a parlé. C'est une surface agricole qui est immense, dédiée à la reforestation. Donc ça veut dire que ça prend le pas sur des cultures, sur nourrir les humains, etc. Et en plus de ça, il y avait une histoire de Total s'est engagé, ou un des producteurs d'hydrocarbures s'est engagé à replanter 20% de la somme totale. Et ça veut dire qu'il n'y a pas la place pour toutes les autres entreprises qui veulent faire du greenwashing. Donc bref, il y a full bullshit dans le greenwashing, sur ces bons carbone, c'est très compliqué de... Et en fait, au-delà même d'une surface disponible qu'on n'a pas, même si on avait cette surface... Le problème du fait de planter de nouveaux arbres, c'est en fait d'un problème qui est pas seulement pour gérer le CO2, mais c'est aussi un problème écologique de manière générale, parce que en fait, vous pouvez pas avoir des forêts partout pour des raisons aussi de biodiversité et tout simplement d'écosystèmes qui sont déjà en place et qui fonctionnent d'une certaine manière. Donc, dans les démarches qui sont vraiment éco-responsables, on va dire, normalement, ça doit être accompagné, la plantation de nouveaux arbres doit être accompagnée par des écologues et des gens qui savent vraiment quoi faire avec les écosystèmes et comment ils évoluent pour éviter justement de créer des problèmes supplémentaires en réduisant par exemple la biodiversité à cause d'avoir planté les mauvaises espèces d'arbres au mauvais endroit, etc. Donc c'est un problème qui est complexe, qui a plusieurs facettes en fait, et pas seulement on va pas juste planter un arbre pour en choper, pour récupérer stocker du CO2, c'est bien, mais il faut prendre en compte aussi les autres volets qui sont liés à la biodiversité, à l'environnement en général, quoi. Marcator a une remarque qui est assez intéressante, c'est l'agriculture, ça doit bouffer du CO2 aussi. En fait, non. Sur le long terme, à court terme, effectivement, un épi de blé qui pousse va absorber du CO2 par photosynthèse, comme on l'a dit, pour générer des tissus du cellulose, pour former la tige, etc., pour former les graines, ça va absorber du CO2. Mais ce CO2 qui est absorbé par ces plantes-là, on va le récolter. On va récolter les épis de blé, on va le transformer en pain, machin, et du coup, ça va être du CO2 qui va rentrer
dans le cycle de la croissance des animaux. Et le problème, c'est que les animaux, ils vont utiliser CO2 pour brûler des sucres, pour générer de l'énergie, pour survivre. Donc, ce CO2, il va être au final rejeté dans l'atmosphère. Et en plus de ça, les épis de blé dont on ne se sert pas, ça sert de foin ou de paille pour les animaux, ça devient du fumier. Et là, il est recyclé par des bactéries qui vont, elles aussi, dégager du CO2. Donc, le CO2 agricole, c'est pas du CO2 qui est stocké et du coup qui participe au refroidissement de l'atmosphère. Parce que ce CO2-là, il est constamment, il est dans le cycle de la vie animale, et donc ce CO2, on peut le considérer comme étant dans l'atmosphère. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on parle de biomasse et de plantes qui stockent ça. C'est pour ça qu'on utilise des arbres. Donc, le CO2 de l'agriculture, c'est mort. Le CO2 des arbres, là, peut-être qu'il est un peu plus stocké, parce que ce bois qui va rester pendant une vingtaine d'années, oui, a priori, c'est s'il n'est pas utilisé, en fait. C'est à réserve de non-utilisation, en fait. Si le bois, il est utilisé dans des forêts pour faire des meubles Ikea ou pour faire du bois de chauffage, là, on peut plus considérer que ce CO2, il est stocké. Parce que ce bois-là, il va être brûlé, il va être transformé, et s'il y a combustion, il y a dégagement de CO2, et ça participe au réchauffement climatique. Donc, il y a un troisième biome qui capte très très bien le CO2, c'est l'océan, sous forme soit de solubilisation comme je le décris ici, où le CO2, quand il va rencontrer de l'eau, il va pouvoir se dissoudre dans l'eau. Pardon, faut que tu remettes. Merde, pardon. C'est cette page-là. On va avoir une réaction qui va être possible où le CO2 va pouvoir rentrer dans l'eau pour former de l'hydrogénocarbonate, du dihydrogénocarbonate pour être précis. Et ce H2CO3, c'est la première phase vers la formation de pierres, parce que ce carbonate va pouvoir s'associer avec des minéraux qu'on a dans l'eau. Comme le calcium. Du calcium, Ca2+, plus CO3 2-, ça va nous former du Ca3, c'est du calcaire. Donc ce calcaire, ces dépôts-là vont pouvoir se déposer au fond de l'océan et avoir des couches sédimentaires qui apparaissent. Des couches sédimentaires qu'on peut utiliser, qu'on peut regarder en géologie pour regarder l'histoire d'une roche et d'une époque. Les falaises de la côte bretonne ou de Douvres en Angleterre, ce sont des grandes falaises calcaires qui vont participer au stockage, au piégeage de CO2 sous forme de CO2 inorganique qui est rocheux et qui, normalement, ne se transforme pas en CO2 atmosphérique. L'autre moyen de stocker du CO2, c'est par les algues. Les planctons végétaux marins peuvent absorber ce CO2 pour participer à la photosynthèse. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que cette photosynthèse, cette absorption du CO2 par les écosystèmes marins est drastique, parce que c'est aussi puissant que les écosystèmes terrestres, sachant que c'est 10 fois moins volumineux en termes d'espace occupé. Les algues marines occupent 10 fois moins d'espace que les végétaux terrestres, et pourtant elles absorbent autant de CO2 que toutes les forêts du monde. Ah, c'est ouf, ça. Donc c'est vraiment impressionnant. Et ces algues-là, elles ont des possibilités de décanter au fond de l'eau et de participer au piégeage de ce CO2, parce qu'elles vont se retrouver au fond, elles vont se fossiliser et elles vont être piégées dans les roches pour piéger du CO2. C'est ce qui s'est passé il y a quelques millions d'années, pendant la période de l'Éocène. Il y a eu une prolifération d'algues dans les océans arctiques, parce que la position des océans arctiques dans l'océan arctique n'était pas du tout sous des latitudes aussi froides qu'aujourd'hui. Et il y a des algues qui se sont développées sur plus de 4 millions de kilomètres carrés pendant 800 000 ans. Donc, c'est des laps de temps qui sont gigantesques. Mais ces algues ont participé au refroidissement de plus de 46% de la température mondiale à ce moment-là. Et la température moyenne de l'océan est passée de 13 degrés. L'océan Arctique, à l'époque, la température moyenne, c'était 13 degrés. C'est passé à moins 4. Donc, ça a participé à une glaciation soudaine, parce qu'il y a eu cette prolifération d'algues dans des conditions très particulières
d'écosystèmes qui ont fait qu'elles ont chopé et puis qu'elles ont chopé le CO2, quoi, qui a réduit le... Tout à fait. On en parlera après, ça, parce que là, il y a beaucoup d'informations. Ouais, t'as enchaîné avec beaucoup de choses. Pour faire un peu un résumé, donc tu as expliqué en quoi le CO2 pouvait être stocké dans les milieux aquatiques, déjà avec le plancton. Poloche rajoute que 50% de la photosynthèse apparemment qui est faite par le plancton, carrément, ou même plus. Donc, c'est beaucoup, quoi. En gros, il y a une grosse participation non négligeable de toute la partie végétale aquatique qui peut jouer un rôle dans la captation de CO2. Et en plus de ça, ça peut permettre de former aussi des roches de type calcaire. Je voulais juste revenir sur une question qui date un petit peu, je suis désolé, mais on a enchaîné. Non, vas-y. Il y avait DC 1979 qui demandait si on allait parler de l'étude de Zurich, dans un labo à Zurich, qui a développé un procédé pour extraire le CO2 dans l'air, le CO2 de l'air, pardon, et avec l'aide du soleil de le transformer en combustible. En fait, c'est de changer le CO2 en méthane pour après utiliser le méthane comme gaz combustible, tout simplement, qu'on peut brûler. Biogaz. Là, on parle de biogaz parce qu'on convertit le CO2 dans du méthane, donc on récupère pas le méthane ailleurs. Je pense qu'on va en parler, mais un peu après, parce que ou alors non, on peut en parler éventuellement maintenant, parce que la problématique de l'énergie, c'est quelque chose d'intéressant. Ici, c'est vrai que comme l'objectif, c'est, vous l'avez compris, avec le dérèglement climatique, c'est d'essayer de stocker un maximum du CO2, si on peut prendre le CO2 et s'en servir pour faire autre chose, d'une part, on s'en débarrasse, et en plus, on lui donne une utilité pratique. Et donc, effectivement, il y a tout un tas d'entreprises, de boîtes qui essaient de développer des technologies pour gérer mieux ce CO2 atmosphérique. Et il y a entre autres des projets de captation du CO2 de l'air et de la transformation de ce CO2-là à l'aide de ce qu'on appelle des catalyseurs. En gros, ça va être des substances, souvent des métaux. Les catalyseurs, c'est souvent des métaux ou des minéraux. Des métaux qui vont permettre de transformer, de supporter, de faciliter, on va dire, une transformation chimique. Et là, il s'agit de la transformation du CO2 en méthane, le méthane étant de formule chimique CH4. Donc en fait, c'est en remplaçant, de manière grossière, on remplace les oxygènes du CO2, on les remplace par des hydrogènes. Donc ça devient du coup, au lieu d'avoir du CO2, vous avez du CH4, vous mettez 4 hydrogènes à la place de 2 oxygènes. Et ça, une fois que vous avez ça, le méthane peut être utilisé pour être brûlé et donc après, éventuellement, comme source d'énergie, quoi. Voilà une idée. C'était la petite parenthèse sur ça. Je voulais quand même revenir sur une remarque de Lorgius qui est très intéressante sur le côté de l'acidification du CO2 par rapport aux océans. Parce que là, on a eu un discours très positif en disant c'est cool, le CO2, regardez, dans les océans, il est bien géré, il peut être stocké par le plancton et en plus, il peut éventuellement former des roches calcaires. En fait, oui et non. En fait, non, c'est le CO2, ça c'est quand on a du CO2 dans des quantités qui sont, on va dire, relativement basses et qui peuvent... le CO2 de manière générale en fait s'équilibre entre l'atmosphère et les océans. Tout ce qu'on envoie dans l'atmosphère en fait va finir par s'équilibrer, aller dans l'océan, en fait, de sorte à ce que vous avez un réservoir. Vas-y, je vais te mettre sur la scène. En même temps sur l'écran. En gros, il faut savoir que le CO2, quand je dis va s'équilibrer, c'est que la quantité les molécules de CO2 vont se partager entre l'atmosphère et l'hydrosphère, quoi, en gros, ou les océans, si on veut, de sorte à ce qu'il y ait toujours un équilibre. C'est pas exactement une quantité égale, ça veut pas dire qu'il y aura 50 molécules de CO2 dans l'atmosphère et 50 molécules de CO2 dans les océans. L'équilibre est pas tout à fait dans ce sens-là, et pas tout à fait 1 pour 1, c'est pas 50-50. C'est d'autres proportions que je connais pas d'ailleurs, mais il y en a beaucoup plus à mon avis dans l'atmosphère que dans les océans. Mais dans tous les cas, si on en rajoute dans l'atmosphère, forcément par équilibre, il va y en avoir plus qui vont se dissoudre dans les océans. Et si on dissout trop de CO2 dans l'océan, alors tu l'as écrit tout à l'heure, mais tu es en train de le réécrire là. CO2 plus H2O, en fait, quand le CO2 rentre dans les océans, il va former ce qu'on appelle de l'acide carbonique. Et cet acide carbonique, comme tous les acides, finalement, participe à
augmenter l'acidité de l'océan, ou si vous voulez, dans d'autres termes pour les chimistes, diminuer le pH. Et l'augmentation de l'acidité des océans peut être très critique pour les organismes marins, en particulier les organismes qui ont des squelettes à base de calcaire, puisque en fait une acidité trop élevée, un océan trop acide va conduire à la dissolution carrément du squelette de ces organismes-là, type par exemple les coraux. Les coraux sont connus pour être les premiers, on va dire, en ligne à se prendre de toute façon l'acidification des océans. C'est pour ça qu'il y a quelques années, on parlait déjà de la disparition des barrières de corail, etc. Donc voilà, l'acidification des océans, en fait, c'est vraiment un phénomène terrible pour les écosystèmes aquatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que une manière d'enlever du coup de l'acidité, si on veut retirer du coup le CO2 de l'atmosphère, des océans, pardon, si on veut rendre les océans moins acides pour essayer de faire revenir certains écosystèmes qui sont en voie de disparition, et bien à ce moment-là, on peut capter le CO2 de l'atmosphère, et à ce moment-là, comme un équilibre c'est toujours dans les deux sens, tout ce qu'on capte de l'atmosphère, l'océan va le recracher, on va dire, dans l'atmosphère. Donc le CO2 de l'océan va, par un effet d'équilibre, revenir dans l'atmosphère, et à ce moment-là, on pourra éventuellement diminuer l'acidité des océans. Donc rien n'est perdu non plus pour ce qui est de l'acidité des océans, mais là, on n'est pas en bonne voie de résoudre le problème, quoi. Donc là, ce qu'a écrit Get Benzen, c'est les équations, et c'est le détail de l'évolution justement de l'acidification. Et ce qu'il faut voir avec ça, c'est que pour chaque molécule de calcaire qui piège du CO2 dans le fond marin, comme on a dit tout à l'heure, c'est cool, il y a 2 molécules d'acide, H3O+, là, il y a 2 molécules d'acide qui sont libérées dans l'océan. Donc mathématiquement, il y a un rapport de 2 pour 1. À chaque fois qu'on piège une molécule de CO2 dans du calcaire au fond de la mer s'acidifie 2 fois plus vite, entre guillemets. Donc, les comptes ne sont pas bons, Kevin. Il y a un moment donné où c'est la merde, et donc les coraux peuvent plus se former correctement, parce qu'en plus, cette acidité, elle vient participer dans des réactions de dégradation. Parce que quand on met de l'acide sur ce CO3 de moins, en fait, on fait la réaction inverse. Quand on met de l'acide sur un CO3 de moins, on va pouvoir reformer du HCO3- et potentiellement remonter jusqu'au CO2. Parce que si on arrive à remonter jusqu'à du H2CO3, la dissolution peut se faire dans le chemin inverse. Donc, normalement, mes flèches, je devrais les faire à double sens. Voilà, c'est ça. Pour dire qu'il y a un côté réversible à ce phénomène-là d'acidification. Augmenter l'acidité des océans, c'est aussi participer à la remise en circulation de CO2 atmosphérique. Donc, c'est pas la solution. Non. Mais je suis en train de lire un petit peu le chat. Donc, s'il n'y avait pas assez de CO2, on aurait des océans trop basiques. En fait... il y a un peu de ça, ouais. On tendrait vers le neutre, en fait. On tendrait vers le 7, le pH 7 de l'eau, quoi. Probablement pas, parce qu'il y a des sels minéraux, il y a plein... Oui, voilà, en fait, il y a tellement de réactions l'océan, c'est pas fait que... Exactement. Et l'océan, c'est pas fait que de H2O, donc on ne serait pas à pH 7. Mais oui, on irait vers quelque chose qui tendrait peut-être vers du basique, ouais. Honnêtement, je sais pas. Je connais pas bien la composition des l'évolution de la. C'est Lordibus qui disait que le pH de l'océan il est de 8,15, 8,25. Ouais. Ah oui, donc il est déjà basique en fait de base. Il est déjà basique. En ce moment, il est basique. Mais il était plus basique par le passé, quoi. Probablement. Puisqu'il y avait moins de CO2 dans l'atmosphère. De CO2 dans l'atmosphère. Après, il y a des mécanismes physiques qui font que on a une dissolution qui varie. La dissolution, il faudrait l'imaginer comme une boîte avec la mer, avec de l'eau ici, H2O d'un côté, et du CO2 dans l'atmosphère. Et les échanges, ils se font constamment. Il y a constamment des bulles de CO2 qui sont dissoutes dans l'eau. Ouais. Et on a constamment du CO2 qui émerge de l'eau sous forme de H2CO3 qui arrive à devenir du CO2 en rendant la molécule d'eau qui est stockée dans la molécule. Parce que H2CO3, il faut bien l'imaginer comme
du CO2 et une molécule d'eau fusionnées les unes aux autres. En fait, c'est un peu ça la réaction qu'il y a. Et donc, ce passage, il se fait constamment. Et ce passage, il va être modifié par des concentrations qui vont évoluer. Si on a plus de CO2 dans l'atmosphère, parce que la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente, comme c'est le cas aujourd'hui avec le développement industriel, bah, ça veut dire qu'il y a plus de chances qu'il y ait des molécules qui traversent l'interface et qui se dissolvent dans l'eau. Ouais. Donc, s'il y a une augmentation de concentration ici, il y a une augmentation de concentration dans l'eau par dissolution. Ouais. Les biologistes parleraient d'osmose. Il y a un peu ce phénomène-là qui intervient. La pression osmotique fait que la concentration de molécules de CO2 dans l'atmosphère se dissout pour acidifier l'océan. Voilà, c'est un équilibre thermodynamique. Exactement. Oui, pour rebondir sur la remarque d'Askinium, il y aurait aussi effectivement les organismes qui ont des coquilles auraient beaucoup plus de mal à survivre aussi, parce que les coquilles, c'est fait, pas toutes les coquilles j'imagine, mais une bonne partie des coquilles, je crois, il me semble, sont faites plutôt dans un matériau type calcaire. Donc oui, il n'y a pas que les coraux qui sont les victimes de l'acidification. Tout à fait. Et il y avait DC 1979 qui disait que le méthane libéré par les animaux qui mangent des plantes et qui a un effet encore plus puissant pour le réchauffement. Et effectivement, non, on va pas s'étendre là-dessus parce que ça c'est vraiment plus le méthane. Du coup, c'est tout ce qui est c'est un phénomène qui concerne beaucoup les ruminants en fait, parce que c'est ces animaux-là qui sont capables d'émettre de rôter en fait plutôt du méthane. Et en fait, on a un problème aujourd'hui avec cette source de méthane-là parce qu'on augmente notre parc de bestiaux, de bétail, pour toujours plus répondre à la demande alimentaire des carnivores que nous sommes. Il y a des gens qui mangent la viande, dont je fais partie, hein, je blâme personne. Et donc du coup, ça fait qu'il y a plus de méthane, et le méthane c'est aussi un gaz à effet de serre, mais on va en parler justement de l'effet de serre comme le CO2 en est un aussi. Les coquilles des coquillages sont en carbonate de calcium. Oui, merci Kofi de confirmer cette info. Fini les bonnes coquilles Saint-Jacques, ouais. Je réfléchis, il me semble que je voulais dire un mini truc. Est-ce que tu peux... t'es en train de faire... ah oui, l'effet de serre. Est-ce que tu peux revenir vers un schéma précédent ou c'est mort ? Non, bien sûr, vas-y, dis-moi. Parce qu'il y avait une question un poil technique, mais je vais quand même la prendre. C'était sur l'histoire de H+, dans le fait que oui, là, H3O+. Oui, le fait qu'en fait, il se demandait en quoi c'est acide. Juste la petite parenthèse, juste pour Rézier Kraz, qui voulait avoir une réponse un peu technique sur l'acidité, qui demandait, ça me renvoie à mon cours de première S, mais l'acidification, c'est pas la présence d'ion H+ dans une solution. Bah si, en fait. Et on le voit dans l'équation en fait, que tu as dessiné de l'acidification. Si la deuxième, en dessous de l'acidification, tu vois que l'acide carbonique réagit avec l'eau pour former l'ion hydrogénocarbonate, donc HCO3-, si je dis pas de bêtises, c'est bien l'ion hydrogénocarbonate, plus H3O+, et H3O+, si tu veux, c'est H+, en fait. H3O+, c'est H+, plus H2O aussi. Donc voilà où se trouve le H+, si tu veux. Ce H3O+, dans l'eau, ça peut devenir H+, plus H2O, en fait. On peut le découper comme ça. Voilà. Et notre ion acide, il est là, quoi. Ouais. Oui, mais voilà, on peut l'écrire H3O+, ou H+. Voilà, bon, ça c'est petite réponse juste pour la question liée à l'école, quoi. Question scolaire, un petit peu, réponse scolaire du coup. Merci beaucoup Toto le Koala pour le raid, bienvenue à toi et tes viewers, n'hésite pas à dire ce que tu faisais dans le chat. Si ce soir du coup, ça me permet de faire un petit rappel, on parle du CO2, une molécule qui a une grande importance dans l'histoire de notre planète, puisque là tu vas nous parler maintenant de ce fameux effet de serre dont on parle depuis maintenant longtemps. L'effet de serre, je crois que c'est un effet qui a été compris, théorisé, enfin qui a été vraiment maîtrisé au 20e, je crois. Je me demande si c'est pas milieu 20e qu'on a commencé à comprendre les ficelles derrière. Et qu'est-ce que je voulais dire ? L'effet de serre, il est assez fondamental pour comprendre la température actuelle qu'on retrouve à l'échelle de la Terre. Sachant que l'effet de serre, lui tout seul, n'explique pas non plus tout
en ce qui concerne la température de la Terre. Il y a d'autres phénomènes planétologiques qu'il faudrait prendre en considération, mais là, on va faire un focus uniquement sur cet effet de serre, qui est en fait un effet sans lequel on ne serait pas là. C'est ça, en fait. Tout à fait. On a besoin de cet effet de serre pour pouvoir survivre, parce que les températures, s'il n'y avait pas cet effet de serre, les températures seraient beaucoup plus froides. Ou plus chaudes. Ça dépend des situations. Sans l'effet de serre, c'est plutôt plus froid. Hein. Enfin, parce que l'effet de serre a un effet réchauffant. Et on peut faire des calculs en considérant la Terre telle qu'elle est, mais en négligeant justement l'effet de serre. Si en fait on éliminait l'atmosphère, parce qu'en fait ce qui est responsable de l'effet de serre, c'est certains gaz et même aussi certaines substances non gazeuses, mais on va dire juste que c'est les gaz, hein, on va simplifier le problème. Certains gaz qui sont dans l'atmosphère qui sont responsables du maintien de la température, on va dire, de la Terre d'une certaine manière. On va rentrer un peu plus dans les détails après. Et si on retire du coup l'atmosphère et qu'on enlève ces gaz, en fait, on peut faire un calcul théorique et on se rend compte que la Terre serait à moins 18 degrés Celsius. Donc une Terre froide, une Terre qui tendrait à être une boule de neige, puisqu'à moins 18, finalement, vous avez l'eau qui gèle, vous avez de la neige ou de la glace un peu partout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez de la neige et de la glace partout, vous avez un corps qui peut réfléchir encore plus la lumière. Alors, donc, on parle d'un corps avec une haute albédo. Voilà. Bon, une autre notion un peu technique. Comprenez juste que l'albédo, c'est cette caractéristique qui va en fait vous renseigner sur la capacité réflective d'un corps, à quel point un corps réfléchit le rayonnement qu'il reçoit. Okay, donc un corps avec une haute albédo est capable de réfléchir d'autant plus les rayonnements qu'il reçoit. Et donc si vous avez de la neige et de la glace en surface, c'est blanc, enfin c'est un matériau, en tout cas la neige c'est blanc et puis la glace ça fait un bon miroir, ça réfléchit pas mal quoi. Blanc-bleu quoi. Et ça peut réfléchir facilement les rayonnements et donc ne pas stocker la chaleur et la renvoyer dans l'espace. Donc en fait, moins 18 degrés, ça serait la température qu'on atteindrait très rapidement si on n'avait pas d'atmosphère, mais en fait il y aurait un refroidissement encore plus intense du fait que on repousse le rayonnement solaire en dehors de la Terre et on se stabiliserait avec une planète autour de moins 50, je crois. Un truc comme ça. Au bout d'un moment. Ça serait progressif, mais on arriverait à quelque chose comme ça. Donc, déjà, sans cette atmosphère, sans cet effet de serre naturel qui existe déjà depuis que l'atmosphère existe sur la planète, ce qui date de... Quand est-ce que l'atmosphère, c'est... Tiens, contrôle surprise dans le chat. Quand est-ce que la planète a gagné son atmosphère? Moi, pas la moindre idée. Je crois que je sais que ça doit être autour de moins... De ce que je me souviens. Ça doit être 1 milliard d'années après sa formation, un truc comme ça. À partir du moment où les volcans ils ont commencé à cracher du... Ouais, j'aurais dit... rien du tout. Je crois, de mémoire, j'aurais dit un peu moins. J'aurais dit plutôt... 500 millions, 600 millions d'années après la formation de la Terre. En gros, il y a 4 milliards d'années. Je crois que j'aurais dit ça, mais pas sûr. Je vous laisserai checker le chat pour voir si j'ai pas dit des conneries. Mais bon, bref, depuis que l'atmosphère sur Terre existe, eh bien, elle a commencé à faire cet effet de serre-là qui a permis, en fait, si vous voulez, de temporiser, enfin de permettre à la Terre d'avoir des températures qui se restreignent à une gamme pas trop large, quoi. En hiver, on n'a pas des froids non plus excessifs. Bon, ça dépend des régions du monde, encore une fois. Mais pareil, en été, on n'a pas des chaleurs non plus extrêmes, quoi. Je dis par rapport à d'autres corps du système solaire qui peuvent des fois varier du moins 100 à plus 200 degrés. Alors que là, sur Terre, en fait, on a comment on appelle ça, des ranges, là, j'oublie, des intervalles, merci, de température qui sont quand même assez resserrés. Et ça, c'est grâce à l'effet de serre qui tempère, si vous voulez, en particulier qui réchauffe. Voilà. Donc, comment ça marche maintenant que je l'ai présenté un petit peu et que j'ai expliqué que c'était responsable des températures clémentes qu'on a sur Terre? Comment ça se fait que ça réchauffe? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est assez simple. Non, c'est pas très simple. Mais le Soleil, c'est un réacteur nucléaire. Il y a de la fusion nucléaire qui intervient dans l'étoile, et ces réactions nucléaires dégagent des rayonnements électromagnétiques, ce qu'on appelle de la lumière. En l'occurrence, la lumière, c'est une petite gamme de ce rayonnement électromagnétique. Et dans ce rayonnement, il y a
plein de variations de longueur d'onde, de fréquence. C'est des ondes qui sont émises par ces réactions de fusion nucléaire dans le Soleil. Et ce bombardement de rayonnement de lumière, ce bombardement d'ondes qui nous est émis par le Soleil, arrive sur la Terre. Et l'atmosphère et la géosphère, c'est-à-dire les capacités magnétiques du corps, du noyau de la Terre, font que dans toute cette palette de rayonnement électromagnétique qui nous arrive sur Terre, il y en a une énorme partie qui est déviée, qui est modifiée, qui est déviée, qui est absorbée, et n'arrive sur Terre que des gammes de température précises, des fractions de température précises. De fractions de rayonnement précis, tu veux dire. Voilà, je peux essayer de trouver l'absorption de l'atmosphère. Absorption de l'atmosphère, je le ferai... Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour le redire ce que tu as déjà dit, donc le Soleil émet un spectre très large de différents types de lumière. Moi, je dis plutôt comme ça pour dire de manière un peu vulgarisée. Il y a différents types de lumière. Vous savez, quand on vous parle de rayons X, rayons gamma, micro-ondes, lumière visible, infrarouge, ultraviolet, ces mots doivent vous parler plus ou moins, ou ça doit être un peu obscur pour vous. Mais bon, bref, tout ça, ça définit des catégories de lumière, si vous voulez, des catégories, des familles dans ce qu'on appelle le large, la grande famille de la lumière, de la grande famille de ce qu'on appelle le spectre électromagnétique, pour le dire de manière compliquée. Mais dans toute cette grande famille, on a des sous-catégories, et ces sous-catégories, c'est les noms que je viens de dire. Et le Soleil, il est capable d'émettre un peu tout ça. D'accord ? Et donc tout ça, ça nous arrive dans la gueule. Notre planète, elle se prend ça. Le truc, c'est qu'on a une atmosphère, heureusement, qui est là pour absorber déjà, encaisser une partie des rayonnements, et en particulier les rayonnements les plus dangereux. Je crois que c'est surtout les... Qui sont les rayons gamma, voilà, les rayons ultraviolets. Donc là, on a cette infographie qui est pas mal parce qu'elle permet de voir... Ça, c'est l'absorption. Si on est à 100%, ça veut dire que le rayon n'arrive jamais sur le sol terrestre. C'est absorbé par l'atmosphère. Et donc, c'est aussi pour ça, cette infographie, elle est pas mal parce qu'elle explique aussi pourquoi on bronze. Notre bronzage vient du fait que notre corps s'adapte au rayonnement UV quand on est en plein été en train de bronzer à la plage, parce que le petit puits qu'il y a ici, là, juste avant les violets de l'arc-en-ciel qu'on a là, ce sont des rayonnements, c'est des bouts de rayonnement qui nous arrivent et qui font que notre corps va générer de la mélanine pour bronzer. Et donc, en dessous de ça, c'est que des rayonnements qui causent des cancers. On peut les vulgariser comme ça. Les rayons gamma, on devient des Hulk. Les rayons X, on peut faire des radios de nos os. Par contre, si on est soumis à trop souvent des rayons X, on peut choper des cancers. Les ultraviolets, ça peut venir découper l'ADN, ça peut venir poser des problèmes. Tous ces rayons-là sont très dangereux. On les appelle des rayons ionisants. Oui. Et on a la petite gamme de couleurs. Est-ce que... qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier? Est-ce que parce que cette gamme de rayons peut arriver sur Terre, les organes photorécepteurs des animaux se sont développés pour pouvoir les capter de manière adéquate et donc on voit toutes les couleurs? Je vous laisserai juge de choisir. Je pense que c'est parce que cette gamme-là arrive facilement sur Terre qu'on peut les utiliser. Ah oui, les UV étaient là avant la vie. Voilà. Et en plus, cette gamme-là de couleurs est manifestement pas très dangereuse. Parce que si on se faisait bombarder par du jaune toute notre vie, on chope pas plus de cancer que voilà. Donc, l'évolution a fait que cette gamme-là de couleurs a été la gamme, le petit intervalle de visible, de lumière visible, qu'on peut aujourd'hui appeler lumière visible parce que ça correspond à nos couleurs. Ouais. Et ensuite, au-delà de cette gamme-là, on a des infrarouges, des rayons infrarouges qui sont apparentés à la chaleur. Le rayonnement infrarouge, ça va être du rayonnement qu'on va avoir dans le micro-ondes pour faire vibrer des molécules d'eau pour faire de la chaleur. Et au-delà de ça, on a des ondes radio qu'on peut utiliser pour écouter Radio France ou c'est marrant parce qu'ils ont inclus les micro-ondes dans les infrarouges ici. Ils ont fait un amalgame, enfin un amalgame. D'habitude, on les sépare plutôt, on sépare les infrarouges des micro-ondes. Mais bon, bref. Là, ils les ont inclus dans une grande catégorie qu'ils ont appelée les rayons infrarouges, pourquoi pas. En fait, on s'est un peu éloigné du sujet, mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'à partir de l'arc-en-ciel, à partir des UV et du reste, en fait, tout ce qui arrive sur Terre, au niveau de la Terre, ça va être en gros une petite quantité d'UV, après toute la lumière visible, donc l'arc-en-ciel si vous voulez, et ensuite ça va être...
Même pas toutes. Ouais, il y a pas une partie tout, qui est c'est vrai. absorbée. Oui, Les ondes pardon. radio pénètrent très bien, mais il y a une partie de la lumière visible qui n'arrive pas sur Terre. Enfin, qui est absorbée par l'atmosphère. Et après, selon D'où le les fait qu'on a une lumière, infrarouges, on a un ciel bleu d'ailleurs. les infrarouges sont plus ou moins absorbés selon les longueurs d'onde. En fait, pourquoi vous avez ces pics là à droite? En fait, ça traduit le fait que dans l'air, on a des molécules. Donc, les molécules qu'il y a dans l'air, c'est du dioxygène et du diazote. Alors, 20% de dioxygène et 80% d'azote, en gros. Mais il y a plein d'autres petites molécules qui peuvent jouer aussi un rôle très important, comme le CO2 qu'on va voir tout à l'heure. Même si le CO2 est en petite quantité, il va quand même jouer son rôle. Et donc, toutes ces molécules-là peuvent interagir avec ces fameux rayonnements, et dont les infrarouges. Donc voilà, la lumière, pour résumer, la lumière solaire qui est composée de toutes ces choses-là, elle arrive sur l'atmosphère. L'atmosphère qui est composée des molécules que je viens d'évoquer va absorber déjà une partie du rayonnement, va aussi en réfléchir, comme c'est la flèche qui l'indique, donc elle réfléchit le rayonnement. Et il y a des infrarouges qui, eux, vont continuer à l'intérieur. Alors, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des infrarouges qui sont réfléchis, mais il y en a d'autres qui vont pouvoir continuer jusqu'à la Terre. Et en fait, le rayonnement solaire, c'est ce qui va participer à l'échauffement. Ça va être la première source d'élévation de température de la Terre. De la même manière que quand on vous met une lampe sur la gueule, en général, vous finissez par sentir que ça vous réchauffe la peau. Là, c'est pareil. Ouais. Imaginez le soleil comme une méga lampe qui chauffe la Terre juste parce qu'elle irradie la Terre avec des rayons. Une lampe nucléaire. Une grosse lampe nucléaire. Et donc là, les rayons arrivent au niveau de la surface. Ouais. Quand ce rayonnement arrive au niveau de la surface, il va réchauffer le sol. Une partie du sol la chaleur va être absorbée par le sol, et une partie va être réfléchie. On va avoir le rayon lumineux qui va repartir du sol pour repartir dans l'atmosphère. Et là, on va avoir un autre phénomène, c'est qu'on va arriver entre guillemets du vide, le vide spatial, et l'atmosphère là-haut. Et donc, on va avoir la même étape, on va avoir un réfléchissement qui va être possible avec une partie qui va être diffusée dans l'atmosphère. Le rayon va revenir sur le sol, réchauffer le sol, repartir, se dissiper dans l'espace, etc., etc. Et donc, on peut avoir une partie du rayon lumineux qui est piégée dans l'atmosphère par cette couche d'atmosphère ici. C'est de la physique, c'est de l'optique. Sur ma chaîne, on a déjà parlé de diffraction, de réfraction, de réflexion des rayons lumineux. C'est un phénomène physique qui intervient quand il y a un changement de phase entre deux milieux. Un milieu vide, un milieu aqueux, un milieu de verre, etc. On a un rayon lumineux qui passe à travers, qui va être dévié, qui va être réfléchi, qui va être absorbé. Il y a plein de phénomènes possibles. Et évidemment que l'atmosphère, c'est pas net. C'est pas comme une vitre où d'un côté il y a de l'air, d'un côté il y a la vitre, et de l'autre côté il y a autre chose. L'atmosphère, c'est un gradient de concentration de gaz qui s'atténue avec la distance. Plus on s'éloigne dans l'espace, plus l'atmosphère est diffuse. Il y a des concentrations en gaz qui diminuent. Mais dans tous les cas, le rayon, il va traverser ces couches-là et il va avoir l'occasion sur son passage de pouvoir être éventuellement réfléchi. En fait, c'est ça. C'est que le temps que le rayon, même s'il est réfléchi au niveau de la Terre, le temps que le rayon infrarouge, on va dire, arrive à sortir jusqu'à l'espace, il va retraverser toute la couche d'atmosphère qui est constituée de diazote, de dioxygène et de molécules. Du CO2, taper des molécules, les et faire avec vibrer, ces rencontres, et donc se diffuser. Et oui, voilà, avec ces rencontres de molécules, il peut avoir l'occasion de revenir aussi à la surface. Donc en fait, c'est une sorte de comme tu l'as dit, de miroir autour de la Terre qui renvoie une partie du rayonnement. Si notre couche atmosphérique est plus dense parce qu'il y a du carbone qui densifie cette couche, les rayons lumineux qui pénètrent l'atmosphère, ils vont venir réchauffer le sol, ils vont être réfléchis, mais là, au moment où ils veulent repartir, il n'y en a qu'une toute petite partie qui va être évacuée. Et le rayon lumineux va être piégé et rester dans l'atmosphère, diffuser sa chaleur, repartir, petite partie qui se diffuse, etc., etc. Et donc, notre rayon lumineux, il est piégé dans l'atmosphère, et c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Pourquoi l'effet de serre ? Si vous êtes déjà allé dans une serre ou un tunnel agricole, vous savez qu'il fait plus chaud dessous, exactement par ce phénomène-là. Ouais. Parce que la bâche épaisse, la bâche opaque ou les vitres de la serre piègent les rayons lumineux, et donc vous avez un écosystème dans la serre parce que ce volume d'air-là est réchauffé par ces rayons lumineux qui restent piégés dedans.
Ouais. Donc, à grande échelle, vous avez ça qui arrive. Alors, ce qui est assez intéressant, je finis juste ça, le CO2 n'intervient qu'à une vingtaine de pourcents pour le réchauffement climatique. Le CO2, ce gaz qu'on affuble de gaz à effet de serre dangereux, machin, c'est le diable, machin, le CO2 ne participe qu'à peu près à 20% du réchauffement climatique de la planète. L'eau, elle, c'est la vapeur d'eau, c'est 60%. La vapeur d'eau, l'eau gazeuse, c'est 60% du réchauffement climatique, c'est 60% de l'effet de serre de l'atmosphère. Et on peut pas diminuer la quantité d'eau dans l'atmosphère parce que on peut pas le gérer facilement. Le cycle de l'eau est beaucoup trop important pour la survie des organismes. L'eau, c'est très bien que de l'eau gazeuse soit dans l'atmosphère. Ce qui intervient, c'est que si la concentration de CO2 augmente trop fort, ben, on réchauffe l'atmosphère, la quantité d'eau dans l'atmosphère augmente parce que l'eau s'évapore, on se retrouve avec une plus grande quantité d'eau, des pluies plus intenses, mais en plus de l'eau qui participe à 60%, donc c'est un cercle vicieux. Donc il ne faut pas que les concentrations de gaz comme le CO2 augmentent trop, parce que ça vient dérégler la quantité d'eau dans l'atmosphère, et donc ça participe à ce réchauffement climatique. Vous voyez ce cercle vicieux ? Ouais, alors quelques petites précisions et nuances que je veux apporter. Aubin l'a fait dans le chat, je voulais le faire. Il l'a fait avant moi, mais c'est important de le signaler. Il y a déjà, le CO2, c'est plutôt 30% que 20, il me semble. Enfin, je vois 20, j'ai vérifié sur Wiki, c'est plutôt 26, mais c'est plus autour d'un tiers, de 30. Mais bon, bref, anyway, c'est pas, l'ordre de grandeur était bon. En fait, il y a un autre phénomène qui est important à prendre en compte, mais qui vient se rajouter à celui que tu as décrit, enfin qu'on a décrit, je veux dire, ce fameux phénomène de réflexion qu'on peut voir là, où l'atmosphère fait un peu une couche une couche miroir qui va réfléchir les rayons de la lumière solaire. Ça joue un rôle, effectivement. L'autre source, on va dire, de rayonnement, qui n'est pas directement celui du soleil, parce que là, on a parlé uniquement des rayons du soleil qui rebondissent. Il y a aussi un rayonnement qui provient de la Terre elle-même. Et ça a c'est une part non négligeable dans les rayonnements qui sont émis et qui sont rabattus vers la Terre. En fait, pour vous faire comprendre ça, il faut que vous compreniez que tout corps porté à une température émet un rayonnement. Tout corps qui est au-delà du zéro absolu, tout corps qui est chauffé à plus de moins 273, il vibre. Si vous avez une température qui est supérieure à moins 273 degrés Celsius, alors vous émettez un rayonnement. Voilà, c'est un principe un petit peu général. Et donc, nous, les humains, on est à 37 degrés, donc on est largement au-dessus. Et en fait, selon la température du corps, la nature du rayonnement va changer. Si on est très froid, on ne va pas émettre le même type de rayonnement que si on est très chaud. Là, dans l'exemple que montre Getbenzen, on voit de la lave qui est probablement à plusieurs centaines de degrés, voire ça doit taper dans le millier, et même au-delà. Arriver au milieu, peut-être. Voilà, je ne connais pas trop les températures des laves habituellement, mais en tout cas, c'est suffisamment chaud, le matériau est tellement chaud qu'il va émettre dans le visible, en fait. Puisque la nuit, vous allez voir la lave. Pourquoi vous allez voir la lave la nuit ? Parce que la température sera tellement élevée que le matériau va émettre dans la lumière visible, et vous allez le voir avec votre œil la nuit. Nous, en tant qu'humains, en fait, on est plus chaud que le zéro absolu, le moins 273 degrés Celsius, on est à peu près à 37 degrés. Et qu'est-ce qu'on émet le mieux finalement à 37 degrés ? C'est quoi ? Je vous le donne dans le mille, les infrarouges. Les infrarouges, les fameux infrarouges qui sont réfléchis, ceux qu'on a dessinés là dans le graphe là qu'a dessiné Getbenzen, qui n'arrêtent pas de rebondir sur l'atmosphère. Et donc, imaginez que la Terre, elle est à quel degré ? En général, quand vous regardez la météo, c'est la température de l'atmosphère, mais disons que ça nous donne aussi, grossièrement parlant, une idée de l'ordre de grandeur de la température du sol, de la Terre elle-même. Cette température de la Terre, elle est aussi de l'ordre de grandeur de quelques dizaines de degrés. Et quand, du coup, la Terre, elle est à cette température-là, la Terre elle-même, c'est une boule qui émet des infrarouges, en fait. De la même manière que nous, on émet des infrarouges, la Terre émet aussi ses propres infrarouges. Et donc, c'est ces infrarouges qu'émet la Terre qui vont
en fait être récupérés, être captés par l'atmosphère, les gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère. Et ces gaz à effet de serre, ils vont rabattre justement les infrarouges tels que le décrit le schéma que vient de montrer Get. Vous pouvez le voir, oui voilà, vous pouvez le voir directement. Elle est super cette infographie parce que la partie rouge, c'est ce que je suis en train de décrire, c'est le fait que la Terre elle-même, le sol émet des infrarouges et que voilà, par l'effet qu'on a décrit tout à l'heure, ces infrarouges sont rabattus vers la Terre et donc ça conserve, si vous voulez, c'est une couverture à infrarouges qui va conserver les infrarouges dans la Terre. Et le phénomène qu'on a décrit avant que je fasse l'explication, c'était plutôt le phénomène en jaune là, où c'est directement la lumière du soleil qui va venir réchauffer la planète. Donc c'est aussi ce phénomène-là qui est très important à prendre en compte, le phénomène de couverture thermique. Un peu de la... Maintenant, je pense que cette comparaison est pas trop mauvaise de dire que finalement l'effet de serre, c'est un peu l'effet d'une couverture thermique. Vous savez, les couvertures qui sont faites dans un matériau qui réfléchit les couvertures de survie, ouais, sont faites dans un matériau qui est capable de réfléchir les infrarouges et qui vous garde au chaud. Pourquoi ? Parce que les infrarouges que votre corps émet sont directement renvoyés vers vous. Donc en fait, vous, grâce à votre propre chaleur, vous vous auto-chauffez et vous maintenez votre température. Donc c'est un peu ça, si vous voulez, une sorte de couverture autour de la Terre, quoi. DC 1979 a raison. On a parlé tout à l'heure de l'albédo de la planète, la capacité de la planète à réfléchir de la lumière. En fait, on a un cercle vicieux dans son réchauffement atmosphérique. On a un cercle vicieux où l'élévation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère fait que la couverture de survie est plus épaisse, donc le rayonnement est piégé, donc la température atmosphérique se réchauffe, la moyenne se réchauffe, l'eau s'évapore, en s'évaporant, elle participe, à l'effet de serre. Le terme technique, c'est plutôt, comme il fait plus chaud, l'atmosphère est capable de stocker plus d'eau, en fait. C'est ça, c'est que si l'atmosphère est plus chaude, elle peut accueillir plus d'eau, vapeur, en fait, plus de vapeur d'eau. Et donc, si elle peut accueillir plus de vapeur d'eau, elle va encore plus se réchauffer parce que l'eau est un gaz à effet de serre. Mais ça participe au réchauffement des glaciers. Les glaciers fondent. Les glaciers, on a dit que c'était de la glace avec un très bon albédo qui faisait que ça réfléchissait bien la lumière, donc ça participait à maintenir la planète un peu froide. Donc, si les banquises, si les glaciers arctiques fondent, parce que c'est quand même là que la majorité de nos glaciers sont contenus, les glaciers alpins, les glaciers montagneux sont très intéressants pour le stockage de l'eau, mais c'est quand même les calottes polaires qui vont participer à un albédo quand même plus efficace. Et si cet albédo est diminué, on a le phénomène où la quantité de lumière qui est émise est plus faible, donc la réflexion lumineuse est plus faible, donc le réchauffement augmente, donc la quantité d'eau dans l'atmosphère augmente, donc le réchauffement intervient partout, quoi. C'est vraiment ça qu'il faut regarder, c'est que si on dérègle un paramètre avec une quantité de CO2 qui augmente, il y a une réaction en cascade qui fait que tous les autres paramètres sont modifiés, altérés, et les paramètres d'absorption et d'émission et de réflexion sont modifiés, et on se retrouve avec une planète qui se réchauffe. Voilà. C'est ça. On a un effet un peu boule de neige. Ouais, on a un effet boule de neige qui s'auto-amplifie, quoi. Boule de neige avec un albédo de merde, du coup. Ouais, c'est ça. Merci 2020 pour les liens, je suis en train de regarder. Donc le premier lien qu'a posté 2020 dans le chat, c'est celui qui correspond à l'infographie qu'on vient de vous montrer. Et le deuxième, c'est celui-là qui rentre un peu plus dans les détails avec les perturbations liées à l'effet de serre, enfin les différentes conséquences du coup de l'élévation de température, est-ce que ça peut engendrer quoi, au niveau climatique, au niveau planétologique, avec justement, on a dit l'exemple de la calotte qui est moins importante, mais voilà, il y en a d'autres évoqués sur ce schéma pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et voir d'autres phénomènes. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, l'effet de serre. Alors c'est ça qui est quand même... ce qui peut être un peu déroutant, c'est que même si le CO2 et la vapeur d'eau font pas partie des molécules les plus abondantes dans l'atmosphère, parce que l'atmosphère c'est principalement de l'azote et de l'oxygène, honnêtement,
ils sont en quantité suffisante pour participer, enfin ils sont en proportion, oui en quantité suffisante, même si leurs proportions dans l'atmosphère sont faibles, la quantité est suffisante pour participer de manière non négligeable à cet effet de serre et être responsable de l'élévation de température. Pour compléter un petit peu la liste des gaz à effet de serre, il y a effectivement le méthane je voudrais juste remettre en perspective parce que moi-même j'ai du mal à le visualiser, donc vous allez m'aider. Mais on a dit que on avait 80% d'azote dans l'atmosphère, on avait à peu près 20% d'oxygène, d'O2 dans l'atmosphère, et donc il reste 1% pour tous les autres gaz. Là, il y a tout le reste. Il y a l'eau, il y a le... Là, dans ce petit carré on voit pas ton schéma. Merde, bah non, vous voyez pas parce que j'ai pas mis ça. Mais vous avez 80% d'azote à peu près, 20% à peu près d'oxygène, et il reste un tout petit carré avec tout le reste. Et dans ce petit carré, il y a l'ozone, il y a le CO2, il y a l'eau vapeur, il y a de l'argon, il y a du néon. Il y a des gaz rares, des kryptons. Il y a plein de gaz rares. Il y a du monoxyde de carbone. Il y a du monoxyde de carbone, il y a du méthane. Il y a des conneries. Il y a tous les gaz que vous pouvez avoir dans l'atmosphère, grosso modo. Et donc, quand on parle du CO2 qui participe à 20% à l'effet de serre, 26% à l'effet de serre et l'eau à 60%, vous vous rendez compte que c'est une toute petite quantité des gaz présents dans l'atmosphère. C'est quasiment anecdotique. Donc, c'est dire à quel point une petite altération des concentrations de CO2 participe au dérèglement climatique. Et c'est fou parce que le dioxyde de carbone, c'est que je regarde la référence de 2020, merci d'avoir donné la ref, Wikipédia, qui donne les abondances des différents gaz. Et en fait, le dioxyde de carbone, c'est le 4e gaz le plus abondant. En fait, et pourtant, il est que à 0,04%. Oui, devant, il y a l'argon qui fait quasiment 1%. Et en fait, voilà, il faut pas beaucoup pour que ça participe. Et même l'eau est toute derrière. Et elle n'est pas forcément très bien évaluée d'ailleurs. De moins 1% à 5%, très variable. À rajouter à l'atmosphère sèche. Je sais pas comment ils ont calculé là. Ok. My bad. Voilà, non, je sais pas où l'eau se situe. My bad. Comme précise Trollosor, 414 parties par million, c'est 0,04%. C'est ça. Donc c'est un demi %. Non, c'est pas un demi-pourcent. Un demi-pourcent, ce serait 0,5. Là, c'est 0,04. Donc c'est un demi de dixième de pourcent. Bah oui, évidemment. Oui, pardon. Oui, l'eau, qu'on pourrait envoyer. L'eau, elle varie beaucoup parce que effectivement, elle précipite. L'eau est une molécule très particulière de notre atmosphère parce qu'elle est inclue dans ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Et donc, sa quantité dans l'atmosphère peut varier en fonction de tout simplement, localement, si on est dans un moment où elle est présente et elle est en train de former des nuages, ou au contraire, c'est les précipitations et elle est essentiellement, en ce cas-là, liquide. Quand il pleut, quoi. Ouais. DC 1979... qui dit « N'y a-t-il pas des molécules qu'on pourrait envoyer dans l'atmosphère qui augmenteraient la réflexion solaire un peu comme un miroir ?» Bah, c'est compliqué parce que... On en a besoin du soleil aussi, encore une fois. Hein. Voilà, c'est pas le rayonnement, on en a besoin. On pourrait densifier l'atmosphère avec des particules qui augmentent l'albédo. Mais on n'est pas tout à fait sûr des conséquences climatiques de ces effets-là. Et il vaut mieux utiliser un modèle qui fonctionne aujourd'hui avec le système qu'on a et préserver ce système-là que commencer à faire de la géo-ingénierie sur notre propre planète, sachant qu'on n'a pas de planète de rechange. Ça, c'est mon point de vue, mais vaut mieux corriger le tir avec le système actuel qu'on arrive à modéliser que toutes les autres potentielles solutions techniques qu'on pourrait avoir en mettant des nouvelles molécules dans l'atmosphère.
Oui, il y a l'oxyde de soufre, effectivement, comme dit Aubin, sinon mais le problème, c'est que on va pas... Là, ça serait essayer de mettre un pansement sur un problème existant plutôt que de corriger à la source le problème, tu vois. Un pansement, un pansement dont on ne sait pas si on est allergique ou pas, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour une petite... Voilà, on va pas rentrer... On a déjà pas mal parlé du réchauffement climatique et tout, mais quand même, pour avoir une idée de ce qui s'est passé en termes d'ordre de grandeur du CO2, il faut savoir qu'il a commencé du coup à augmenter de manière drastique dans l'atmosphère depuis l'industrialisation, donc le 19e, et en fait entre 1839 et aujourd'hui, donc en environ 200 ans, on va dire, il a augmenté d'un facteur 1,5. Avant, il était à 300 et quelques, et maintenant il est à 420 ppm. Donc en fait, ça paraît pas beaucoup, mais un facteur 1,5, c'est quand même beaucoup, puisque ça a permis d'augmenter de 1 degré. Et là, vous dites, mais 1 degré, c'est pas beaucoup, mais en fait, si à l'échelle du globe, augmenter la moyenne de la température du globe de 1 degré, ça a des conséquences vraiment drastiques pour les écosystèmes et pour le fonctionnement de certains phénomènes, quoi. Et puis, comme on l'a dit, augmenter la température globale, la température moyenne d'1 degré, c'est favoriser la fonte des glaces et la diminution de l'albédo, et donc l'absorption par le sol de la chaleur, etc., etc. Notre effet boule de neige, il rentre en compte dès qu'il y a les changements d'un petit paramètre, tout est déréglé. Ouais. Je s'appelle Groot a une solution aussi, repeindre les toits en blanc. Effectivement, ça augmente l'albédo localement. Ça peut être intéressant pour réduire les températures, les températures locales dans des villes, comme ça peut être le cas en Grèce par exemple, où il y a le torchis des maisons fait que les villages sont plutôt blancs. Ça permet de participer à des modifications locales d'absorption des sols pour favoriser le fait que on reste frais, quoi. Mais est-ce que c'est une solution mondiale? Le plus efficace, c'est quand même de garder nos calottes polaires. Comme on dit tout à l'heure, c'est mettre des pansements sur des problèmes beaucoup plus graves qui continuent à saigner derrière. Est-ce qu'on a déjà montré les courbes de concentration de CO2 atmosphérique avec les variations interannuelles et intra-annuelles? Alors pas encore, mais maintenant que tu poses la question, on va pouvoir le faire. C'était pas spécialement prévu, mais pourquoi pas. C'est vrai que c'est intéressant de savoir que le CO2, la concentration en fait évolue, pas seulement d'année en année avec par rapport à nos émissions, mais il y a aussi des variations, on va dire, naturelles qui sont saisonnières. Déjà, rien qu'au niveau de une année, on a au sein même d'une année, on a des variations qui fluctuent entre justement l'été. J'essaie de retrouver ce graphe là. Il y avait un endroit où ils avaient Moi j'en ai un, je sais pas si c'est celui-là dont tu parles. Le graphe de Wiki, si c'est bon, je l'ai retrouvé. Est-ce que je l'ai vraiment retrouvé? Où est-ce qu'il est? Oui, c'est ça. Là, vous avez un exemple ici avec ce graphe, si j'arrive à le déplacer correctement. Déjà, rien qu'au niveau annuel, donc là, on a sur une année, entre janvier et octobre, vous pouvez voir entre janvier et décembre, quoi, en gros, vous pouvez voir la variation de CO2 qui change. D'ailleurs, honnêtement, je ne saurais pas expliquer pourquoi il y a cette variation oscillante, comme ça, quels sont les phénomènes derrière qui expliquent qu'on a... L'élévation de température fait que tu as des absorptions qui sont plus ou moins faciles par les océans. Il y a déjà ce paramètre-là qui intervient. Là, si la chaleur augmente, les molécules vibrent plus, elles peuvent potentiellement plus rentrer dans les océans. Ah oui, non, en fait, non, je sais. Oui, c'est ça. Si la température est plus élevée, les océans, le CO2 est moins soluble dans l'océan si la température s'élève. Ça c'est quelque chose d'assez important. C'est que on vous parlait tout à l'heure de transfert entre l'atmosphère et l'océan. Et donc, plus il fait chaud, en fait, la température va jouer un rôle dans la quantité d'un réservoir par rapport à l'autre. Et en fait, on le sait que plus il fait chaud, plus l'atmosphère, en fait, le CO2 va spontanément plutôt s'orienter dans l'atmosphère plutôt que de rester dans les océans. Et donc à ce moment-là, dans les périodes chaudes, il y aura un relargage, si vous voulez, du CO2 de l'océan vers l'atmosphère et donc une concentration plus grande dans l'atmosphère à ce moment-là.
Et puis, tu as aussi la photosynthèse végétale qui est un peu à l'arrêt en hiver. Ouais. Avec la perte des feuilles, etc. Le CO2 augmente, les concentrations de CO2 augmentent. Ouais, c'est vrai. Peuvent augmenter parce qu'elles ne sont pas absorbées par les végétaux. Donc ça, effectivement, ça marche bien cette explication aussi. Donc là, donc ça on a au sein d'une année et après on a d'année en année. Donc là on a un exemple de la fraction de 1960 à 2020. Mais ça, cette augmentation, cette tendance, donc ça c'est à cause de nos émissions de gaz à effet de serre. Mais après vous voyez que si on regarde la tendance fine, en fait c'est des variations comme ça dues aux variations saisonnières tout simplement. Voilà. Et moi sur mon écran, Ouais. j'ai l'évolution depuis la révolution industrielle. Ah oui. Et on voit que la concentration en CO2 atmosphérique, elle augmente. Et ces mesures sont faites à partir de carottes glaciaires. C'est des colonnes de glace qu'on a regardées couche après couche. Et elles sont intéressantes parce qu'elles montrent des bulles de gaz, des bulles de CO2 piégées dans les glaces arctiques, sachant qu'en plus, les glaces arctiques sont des lieux préservés normalement de l'influence humaine. Mais on voit que cette concentration de CO2 dans les glaces arctiques est vraiment assez importante. Ce qui est à noter, c'est que on a des flux qui varient en fonction de la consommation d'énergie fossile. Donc, depuis la révolution industrielle, la quantité de CO2 explose dans l'atmosphère. C'est pas pour autant que cette courbe rouge de concentration constatée évolue. Elle augmente avec le même rapport, avec la même pente, mais la concentration est quand même plus faible parce que les biosphères et les océans absorbent une quantité non négligeable de ce CO2 anthropique. Et donc, il faut dramatiser la chose parce que c'est absolument grave et dangereux pour les écosystèmes et puis pour nous, pour notre mode de vie actuel, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Mais on voit que la planète absorbe une grande quantité de CO2 quand même. Voilà. Ouais, bah merci pour les explications. Ça permet de voir un petit peu mieux comment est géré le CO2 justement à l'échelle planétaire. Quels sont les mécanismes qui expliquent que ça peut diminuer, quoi. Ça encaisse. Mais encore une fois, faut pas compter sur la nature pour absorber tout le CO2 qu'on émet, dans le sens où, enfin, faut pas compter sur la nature, dans le sens où là, les processus qui sont naturels mettent beaucoup trop de temps par rapport à la quantité que nous on émet. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on pourrait vivre dans un monde dans lequel on émet du CO2 tant que ce CO2 arrive à être géré par l'environnement. Et aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'on en émet beaucoup trop, quoi. Voilà. C'est ça. Mais des pollutions anthropiques, des pollutions par les humains dans l'atmosphère, c'est des trucs qu'on observe grâce à ces carottes glaciaires depuis l'apparition des êtres humains sur Terre. Oui, on observe une augmentation du carbone. Pendant l'Antiquité avec les Romains, il y avait une contamination au plomb. Il y avait des fonderies de plomb qui servaient à faire les canalisations des villes romaines. On a observé des traces de plomb, une augmentation des traces de plomb dans les glaces polaires pendant l'Antiquité. Enfin, aujourd'hui, grâce au carottage qu'on fait aujourd'hui. Donc, ces pollutions-là, ces augmentations de gaz et d'autres particules dans l'atmosphère existent depuis la nuit des temps et depuis les êtres humains. Et ces variations existent même de manière naturelle, comme on l'a expliqué pendant l'événement Azola avec le développement des algues arctiques que j'ai décrit au début de l'émission. Cette augmentation, ce refroidissement soudain de l'atmosphère a été dû au fait que la concentration de CO2 de l'atmosphère a diminué parce que ces algues ont proliféré et ont capté le CO2 atmosphérique. Ouais. Et d'ailleurs, ça aussi, on peut l'évoquer parce qu'on a parlé de l'échelle au sein d'une année, entre les années
depuis ces dernières centaines d'années, mais en fait l'évolution du CO2, elle peut être retracée depuis l'existence de notre très chère planète Terre. Et effectivement, les taux, en fait, ce qui peut paraître déroutant, c'est que les taux dans le passé de CO2 étaient beaucoup, étaient incroyablement plus élevés que ce que c'était. J'ai enfin retrouvé l'image que je voulais. J'étais en train de meubler. Des fois, je suis en train de chercher en même temps. Je fais des phrases alambiquées qui durent le plus longtemps possible pour pouvoir faire la transition. Voilà, c'est bon. J'ai le schéma. Je voulais vous montrer ce schéma vite fait. C'est pareil, c'est tiré de Wikipédia. Je sors rien d'extraordinaire, mais c'est juste pour vous faire comprendre aussi en proportion. Ok, on parle de 420, là d'une grosse contribution du CO2, mais il n'y en a que 0,04%, soit 420 ppm. Et en fait, il n'est même pas représenté sur le schéma. En fait, là en abscisse, c'est le temps par rapport à 0, ça serait aujourd'hui. Vous voyez que le CO2 n'est même pas représenté tellement qu'il est faible, parce que en fait, là, l'échelle des ordonnées est beaucoup plus importante. C'est en pourcentage de l'atmosphère. Il y avait une période dans l'histoire de la Terre, si on se situe autour de 4 milliards d'années avant aujourd'hui, une période sur la Terre, où le CO2 était beaucoup plus présent dans l'atmosphère, mais ce stock de CO2 s'est fait complètement avaler par ce que tu disais, l'épisode de... Enfin, je sais pas si c'est le seul épisode responsable. C'est pas à ce moment-là, mais le développement des végétaux a fait que la quantité de CO2 dans l'atmosphère a chuté énormément. Oui, je suis bête, c'est plutôt effectivement l'apparition de l'O2 qui en fait traduisent l'invention de la photosynthèse, en fait, et le fait que l'O2 en fait est devenu un gaz. En fait, c'est un gaz récent, le dioxygène dans notre atmosphère, à l'échelle de la planète, j'entends. Le CO2 a pu se dissoudre dans les océans et se solidifier aussi. Si la concentration est beaucoup trop élevée dans l'atmosphère, il se solubilise, il cristallise, il devient du carbone inorganique, et on a du calcaire qui se forme au fond des océans, et on a des couches géologiques qui se calcairisent. Je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, mais... Oui, on voit de quoi tu veux parler. Bon, il nous reste 20 minutes, et je voulais quand même parler du CO2 au-delà de son impact environnemental, parce qu'on a passé beaucoup de temps, et c'était important, on voulait le faire. On voulait introduire la notion de gaz à effet de serre, la notion d'évolution du CO2 dans l'atmosphère, etc. Tout ça, c'est très important pour la thématique climatique qu'on essaye de vous faire comprendre, et qui est très importante pour le futur de notre société. Mais on ne voulait pas faire une émission uniquement sur ça, parce que le CO2, c'est pas seulement ça, et pendant longtemps, ça a servi à plein d'autres choses, et ça sert encore à plein d'autres choses aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec le climat, en fait. Le CO2, en fait, c'est une molécule qui, malgré son impact très négatif sur le climat, est en fait une molécule relativement peu dangereuse, et qui est utilisée à plein de fins très positives pour l'humain. Donc je propose que là, pour finir l'émission, on parle des vraies applications plutôt, du CO2 pour notre société. J'ai envie de dédiaboliser. J'ai envie de dédiaboliser un peu le pauvre CO2 qui est malmené depuis ces dernières dizaines d'années, et qu'on accuse à tort, mais bon, c'est de notre faute. Après, c'est nous qui les mettons. Enfin, à tort. Non, on l'accuse pas à tort de réchauffer l'atmosphère. Oui, mais c'est pas la faute du CO2, c'est de notre faute. Voilà. Et alors que c'est un gaz qui est très gentil. À la base, il est sympa plutôt. Il fait des trucs plutôt cool. Déjà, voilà, comme on l'a dit, il sert à construire de la biomasse végétale. Enfin, il a un rôle essentiel comme molécule, intermédiaire pour faire de l'organique et un peu de l'inorganique, comme tu l'avais dit précédemment. Mais après, dans la vie de tous les jours, il a aussi son utilité dans des expériences où on a besoin d'être dans une atmosphère contrôlée, dans lequel il n'y a pas d'oxygène, quand on a besoin de se débarrasser de l'oxygène d'un procédé, par exemple, parce que on sait que l'oxygène a un pouvoir d'oxyder, justement. La manière de se débarrasser de l'oxygène, c'est mettre du CO2 à la place. Et comme le CO2 est relativement inerte, on l'a dit au début de l'émission, le CO2, c'est une molécule qui est assez solide quand même, qui ne se transforme pas facilement, qu'il faut mettre de l'énergie pour le transformer. Et donc, de base, le CO2, il va rester tel qu'il est.
Et donc il peut être là et ne rien faire, quoi. Il est là, il est inerte, il dit salut les gars, j'ai rien à faire, je suis là, je remplace l'oxygène, ça dégage, quoi. Donc ça peut servir, mais bon là c'est plus pour des applications scientifiques. Mais après, dans la vie de tous les jours, en fait, on le retrouve dans toutes les boissons gazeuses, en fait, puisque c'est le gaz qu'on va utiliser, qu'on va volontairement dissoudre dans les boissons gazeuses pour leur donner ce côté pétillant. D'où le fait pour les eaux pétillantes, elles sont regazéifiées, ou potentiellement ça peut être des eaux gazeuses qui sortent de source parce qu'elles sont contenues dans des poches où la concentration en CO2 a été élevée et le CO2 s'est dissous dans l'eau. Ça peut être des phénomènes biologiques qui participent à la formation de ce CO2 dans des champagnes, dans des cidres. La fermentation du jus de pomme fait que notre jus de pomme va se gazéifier parce que le sucre du jus de pomme va être consommé par des levures qui vont former de l'éthanol et du CO2. Si ces levures se développent dans un environnement fermé, la pression va augmenter. Et si cette pression augmente, le CO2, au lieu d'être gazeux, va se dissoudre dans la bouteille et vous allez avoir des champagnes, des cidres, etc. etc. Ouais. Le CO2, comme le dit DC 1979, le CO2 est super utile pour éteindre les feux aussi. On a dit qu'il était inerte et que c'était un produit de la réaction de combustion. Si on sature l'atmosphère, comme le disait Robin tout à l'heure, si l'atmosphère dans laquelle le feu se développe est saturée en CO2, il n'y a plus assez d'oxygène pour participer aux réactions de combustion, et donc le feu va être étouffé. Les mousses carboniques, les neiges carboniques qu'on utilise dans les extincteurs permettent d'éteindre des feux type feu d'huile, par exemple, où il faut étouffer le feu, parce que mettre de l'eau, ça ne suffit pas à faire diminuer la température. Mais là, il faut peut-être rentrer dans les détails de ce que c'est un feu, et ça devient vite compliqué, c'est un peu long. Mais je suis pas sûr qu'on le fasse. Non, on va pas le faire, mais pour comprendre facilement, le feu en lui-même, c'est maintenu à l'aide de trois choses. Donc le triangle du feu, rapidement, un combustible, un comburant et une source d'énergie. Pour qu'un feu reste en place, il faut ces trois choses, c'est nécessaire. Si une de ces trois choses est éliminée, le feu s'éteint. Donc le combustible, qu'est-ce que c'est ? C'est la matière qui brûle. Le comburant, qu'est-ce que c'est ? C'est la matière qui va faire brûler, qui va permettre au combustible de continuellement brûler. Et la source d'énergie, c'est souvent la flamme, le feu en lui-même qui va après servir de source d'énergie, mais souvent pour qu'un feu démarre, il faut qu'il y ait une source d'énergie extérieure qui le provoque. Bon, quand il y a une flamme, déjà la flamme elle-même va servir de source d'énergie. Si tu veux mettre mon écran. C'est une explication rapide, hein, mais oui. Ouais. Voilà, parfait. Donc s'il y a un feu qui est déjà présent, la source d'énergie est déjà présente, ça s'auto-entretient, donc ça on peut pas trop agir dessus. Par contre on peut essayer d'éliminer le combustible, donc c'est ce qui est en train de brûler, le combustible. Souvent si c'est en train de brûler, c'est que probablement ça va continuer de brûler, donc on pourra difficilement l'éliminer, quoi, le combustible. Non, mais ça peut être intéressant, par exemple dans une plateforme pétrolière, si elle brûle, il faut fermer les vannes. Oui. Pour que le gaz qui brûle arrête de s'échapper. Pour éviter qu'on nourrisse le feu avec le gaz qui brûle. Ouais. Si vous avez un feu de bois pendant que vous faites un camping et un barbecue, si vous arrêtez de mettre du bois, au bout d'un moment, vous supprimez l'arrivée en combustible et votre feu va s'éteindre. C'est ce genre de logique-là qu'il faut avoir. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il faut se demander sur quelle partie on peut agir. Mais en général, ce qu'on fait avec les extincteurs, c'est agir sur le comburant. Le comburant, donc, c'est ce qui fait brûler. Et qu'est-ce qui fait brûler ? En fait, c'est l'oxygène de l'atmosphère qui joue généralement ce rôle. En fait, il y a plein de comburants qui peuvent exister et remplacer l'oxygène. Mais généralement, dans les cas usuels, on va dire, ce qui permet de faire brûler, c'est l'oxygène de l'air. On en a dit tout à l'heure, on a 20% dans l'air, donc autant vous dire que c'est beaucoup. Donc avec 20% dans l'air, ça peut entretenir le feu facilement pendant super longtemps. Donc c'est une source inépuisable, parce qu'à peine il est utilisé pour brûler, il y a un autre de ses potes qui arrive. Donc pour le couper, en fait, si on abonde le feu, si on arrose le feu avec du CO2, le CO2 va venir chasser localement l'oxygène et en chassant rapidement va étouffer. Voilà. Quand on parle d'étouffer, c'est ça, on dégage l'oxygène et le feu va s'éteindre spontanément. C'est de la même manière que on voit souvent les gens, vous savez, pour éteindre un feu, ils mettent un drap par exemple. Une couverture. Et le feu va s'éteindre assez rapidement parce que il n'y a plus d'oxygène, donc il s'étouffe, quoi. Il meurt. Voilà.
Donc, et pour la chaleur, pour jouer sur la chaleur, c'est là qu'on arrose avec de l'eau. Mais arroser avec de l'eau, c'est valable que pour certains types de feux, parce que dans le cadre d'huile, par exemple, une huile qui brûle pendant la cuisson, pendant la cuisine, comme la densité est différente, l'huile va flotter sur l'eau. Et si l'huile brûle, mettre de l'eau dessus, ça va juste étendre le problème, parce que l'huile va flotter et elle va rester en surface et elle va continuer à brûler. Donc là, dans les cadres de feu d'huile, par exemple, il faut absolument étouffer le feu avec un couvercle, avec un chiffon, avec une couverture, etc. Donc il faut absolument pas mettre d'eau sur un feu d'huile quand vous êtes en train de cuisiner, par exemple. Quand on voit des plateformes pétrolières qui brûlent et qui sont soufflées, les geysers de pétrole qui sont soufflés avec de la dynamite, c'est un peu un jeu sur l'arrêt d'apport de combustible, parce que pendant la déflagration, il y a un souffle d'O2 et de matériaux et de matière. Donc, quand on voit les puits de pétrole se faire souffler par de la dynamite, c'est un peu un jeu sur les deux. L'explosion génère une onde de choc qui va chasser localement l'air, la chaleur et le combustible un peu tout en même temps, pour couper net le feu de puits de pétrole, par exemple. Okay. Après, dans les autres applications, pour continuer de faire le tour, alors évidemment, comme le dit Trollosor, c'est vital pour faire la photosynthèse, on en a un petit peu parlé déjà tout à l'heure. Oui. J'avais vu qu'au niveau environnement, sans rentrer dans cette thématique-là, mais le CO2 pouvait, dans une certaine mesure, favoriser le rendement de certaines espèces végétales, mais avec des grosses réserves sur la qualité nutritionnelle des aliments qui sont formés. C'est-à-dire qu'il y a des expériences qui ont été faites sous atmosphère de CO2 pour faire pousser certaines espèces de plantes, et on a vu que les plantes qui étaient sous atmosphère de CO2, si c'est des plantes qui sont dans des milieux arides, qui ont du mal d'habitude à pousser en milieu aride, qui ont besoin d'eau, en fait le CO2 va permettre aux plantes qui ont besoin d'eau d'avoir un peu moins besoin d'eau, et donc de quand même réussir à pousser dans des milieux où il y a moins d'eau. Donc ça serait le petit avantage positif d'avoir un peu plus de CO2, mais en fait il y a plein aussi d'avantages négatifs qui sont évoqués sur... j'en ai évoqué un qui était la qualité nutritionnelle des aliments, mais il me semble que c'est pas le seul. Donc grosso modo, de manière générale, il ne faut pas penser que l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère va favoriser nos cultures, quoi. Donc c'est... Bon, après tout ça, il faut se renseigner davantage et faire du cas par cas en fonction de ce dont on parle, des espèces qu'on évoque. Après, il y avait autre chose comme application. Il y avait là aussi tout ce qui est effet de brouillard, en fait, tout simplement, tout ce qui est effets spéciaux lors des spectacles. Lorsqu'on veut simuler un brouillard, en fait, on va se servir souvent de la glace carbonique. En fait, on va se servir souvent du CO2 sous forme solide. Alors, en fait, oui, c'est un gaz, le CO2, naturellement, on ne l'a pas dit, mais... à température ambiante, on n'a pas parlé de l'aspect physique, mais on va terminer là-dessus. À température ambiante et à pression atmosphérique, le CO2 est un gaz, d'accord ? Mais en fait, on peut faire du CO2 liquide, on peut récupérer en se mettant à des températures suffisamment froides, on peut réussir à condenser le CO2 pour qu'il soit liquide, et on peut aussi faire de la glace de CO2, faire une glace solide. D'ailleurs, la glace de CO2 est présente sur les décors du système solaire qui sont suffisamment froids, où la pression est aussi suffisamment basse pour permettre l'existence des glaces, en particulier au niveau de Mars. On a pas mal au niveau des pôles de Mars, c'est des zones suffisamment froides pour avoir de la glace de CO2 présente, parce qu'il y a pas mal de CO2 présent dans l'atmosphère de Mars. Voilà, petite parenthèse planétologique, c'est pour vous, c'est cadeau. Mais sinon... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, sinon, cette glace de CO2, on peut en fabriquer nous-mêmes au lieu d'aller la chercher sur Mars pour la mettre dans différents endroits, puisque cette glace, elle va être très très froide. Elle va être autour de, je crois que c'est moins 100 degrés, un truc comme ça, moins 90, je me souviens plus. C'est moins 78, je crois. Moins 80, ok, on va dire moins 80 degrés Celsius. Donc c'est quand même froid, et c'est suffisamment froid pour que justement, quand vous la mettez à température ambiante, elle va s'évaporer. Et qu'est-ce qui va générer du brouillard, pardon ? En fait, l'air froid qui va être généré autour de la glace, ça va générer de l'air froid, et cet air froid, en fait, va être le théâtre de la condensation, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'eau de l'air qui va spontanément
former des micro-gouttelettes dans l'air et ça va du coup faire une sorte de brouillard. C'est ça, hein, le brouillard, de toute façon, c'est un air chargé en eau dans lequel l'eau s'est condensée en micro-gouttelettes et donc ça fait cet effet un peu opaque. Et ben, on peut simuler un peu un brouillard en faisant refroidir l'air localement grâce à du CO2, quoi. Donc ça peut être ça peut faire cet effet un peu spécial. Et c'est aussi les glaces de CO2, si je dis pas de bêtises, on peut en mettre aussi dans les alcools, dans les cocktails pour faire cet effet là aussi, non? Ouais, je l'ai déjà fait. Tu l'as déjà fait? Ça rend pas le cocktail impropre à la consommation parce que le CO2 est pas toxique. Oui. Faut juste pas avaler des glaçons de glace carbonique parce que déjà c'est froid et ça peut causer des problèmes digestifs. Et en plus, la neige carbonique, c'est des cristaux de carbone agencés les uns aux autres. Donc quand ça s'évapore, ça prend beaucoup plus d'espace. Ça se dilate énormément, beaucoup plus que de la glace comme de l'eau, enfin de la glace d'eau liquide, enfin de la glace d'eau. Et du coup, si on se retrouve avec un glaçon comme ça, on a l'estomac qui peut gonfler un peu trop fortement parce que l'évaporation de ce carbone va faire comme un ballon dans l'estomac, ça peut poser des problèmes. Donc, n'avalez pas cette glace. Vous pouvez le faire en toute petite quantité pour faire un brouillard dans votre tête, et faites gaffe. Ouais, laissez les professionnels le faire. Parce que... Vous préparez votre cocktail. Ouais. Parce que ça peut être un peu dangereux. Alors, c'est vrai qu'on a... pour illustrer. C'est vrai que tu l'as dit, le CO2 est pas dangereux en soi. Il faut faire quand même attention avec cette phrase parce que oui, c'est vrai qu'il fait pas partie des substances les plus dangereuses qu'on a traitées sur cette chaîne-là parce que comme voilà, c'est un gaz qui est c'est un acide, hein, on a vu qu'il acidifie les océans, mais c'est un acide faible et pour qu'il ait un impact sur votre organisme, il faut que vous en respirez des grandes quantités. Et pour en respirer des quantités de... taille du glaçon, putain. Pardon, je m'offusque des manipulations. C'est des Américains, c'est tout à fait normal. Tout est un peu épais chez eux. La taille des trucs, putain, les gars. Non. Tout est un peu plus à un ordre de grandeur un peu supérieur chez eux. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, le CO2, bon, c'est un gaz, comme on l'a dit, il n'y en a que entre guillemets 420 ppm dans l'atmosphère. Donc, à ces teneurs-là, il n'est pas dangereux de le respirer, heureusement, sinon on ne serait pas là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même en respirer une certaine quantité. Pour que je crois que c'est à partir de 1% dans l'atmosphère, donc c'est plutôt 10 000 ppm. Si on en respire 1% dans l'atmosphère pendant au moins 15 minutes, je crois que c'est les valeurs à pas dépasser parce qu'on peut commencer à ressentir certains symptômes liés au côté acide, l'acidification de l'organisme. Et puis en plus, vous avez un problème d'apport d'oxygène dans votre organisme parce que le CO2 peut se fixer sur vos globules rouges parce qu'il est, il est transporté par les globules rouges. Hein, quand vos muscles travaillent et que vous respirez, vos globules rouges ramènent le CO2 vers les poumons. Donc si ce CO2, si la teneur en CO2 augmente dans vos poumons, vous pouvez avoir un effet d'asphyxiation parce que la quantité de CO2 dans votre sang augmente et en plus ça acidifie tout ça. Il y a Stroheller qui demande est-ce que ça crée des difficultés cognitives à certaines concentrations alors oui, ça a été oui, pas si haut que ça. Effectivement, ça a été, je crois, prouvé que ça pouvait dérégler la concentration et en fait c'est un vrai problème. Peut-être qu'on en parle justement pas assez. Moi, je l'ai un peu découvert en me renseignant, mais ça pose de vrais soucis de performance intellectuelle et en particulier, comme tu le dis, dans les écoles, dans les espaces en fait qui sont fermés parce que le CO2, en fait, on peut s'intoxiquer tout simplement au CO2 en restant dans une pièce fermée. Et oui, puisque tout simplement, on inspire de l'oxygène certes, mais on expire du CO2. Ce qui fait que si on est dans une pièce parfaitement fermée, en fait, avec le temps, la concentration de CO2 va monter graduellement au point où elle peut nous causer des problèmes de concentration.
Et donc c'est en fait un paramètre qui est très contrôlé. C'est pour ça que dans les bâtiments, normalement, si le bâtiment est bien fait, on design toujours des processus qui sont capables de renouveler l'air intérieur. En fait, on n'est jamais dans des pièces complètement fermées. Il faut qu'il y ait de la circulation d'air. Dans le meilleur des cas, on a des arrivées et des sorties d'air qui font en sorte de renouveler l'air en permanence pour que on soit sain et qu'on ne baigne pas dans une concentration de CO2 qui s'accumule. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais en fait, il y a effectivement des cas. Il a été noté d'ailleurs pendant la pandémie de Covid-19. Il a été remarqué justement des hausses parfois du CO2 dans les classes qui fermaient à cause des consignes de sécurité qui des fois disaient de fermer les fenêtres, alors que c'était plutôt l'inverse, il me semble. Enfin, je sais plus si à un moment le gouvernement n'a pas dit il vaut mieux fermer les fenêtres ou plutôt que les ouvrir. Pour des raisons de questions sanitaires, alors qu'en vrai les ouvrir c'est mieux pour la circulation de l'air en fait tout simplement, et éviter la stagnation d'une part du CO2 mais aussi par rapport au virus, si je dis pas de bêtises. Donc en fait c'est un vrai débat c'est une vraie question de santé publique, la concentration de CO2, et il y a des relevés il me semble qui sont faits normalement assez régulièrement dans différents environnements. Et il y a des anecdotes comme ça sur Wikipédia, vous en avez plusieurs. Moi j'avais vu une anecdote assez ludique entre guillemets sur les matchs de hockey qui sont connus pour être très, très bons pour la concentration de CO2. Probablement parce que dans les terrains de hockey, ça fait une sorte de vase un peu clos, sachant que le CO2, c'est une molécule qui est plus lourde que l'oxygène et l'azote. En fait, dans le CO2, vous avez un atome de carbone et 2 oxygènes. Donc, c'est une molécule à 3 atomes qui sont 3 atomes assez lourds, alors que c'est plus lourd que le diazote et le dioxygène. Et comme c'est plus lourd, ça a tendance plutôt à s'accumuler d'abord vers le bas. C'est aussi pour ça que sur la glace carbonique que tu as montré tout à l'heure, tu voyais les volutes qui tombaient du verre. C'est ça. Parce que le CO2 gazeux froid, il tombe du verre et il vient condenser l'air autour de ces molécules. C'est ça. C'est pour ça que la nappe de brouillard, elle reste autour du verre. Elle monte pas comme une fumée de bougie. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et donc en fait, il a été montré que pendant les matchs de hockey sur glace, il y avait une accumulation de CO2. Le CO2 pouvait monter jusqu'à, je crois, 1000 ppm. Au niveau de la glace ? Au niveau du centre, au niveau de la glace. Ouais. Mais c'est le maximum toléré, je crois. La forme en entonnoir plus la température qui varie assez, qui peut varier assez fortement dans l'enceinte de la patinoire. Ça paraît logique que dans ces endroits-là, il y ait une concentration du CO2 au niveau du sol, là où il fait le plus froid. Ouais. Et alors, sachant que la dégradation des capacités cognitives, c'est à partir de 600 ppm pendant toute une journée, quoi. Si vous dépassez les 600 ppm, vous allez avoir moins de capacité, a priori, pour penser, raisonner, donc, se souvenir des ppm en pourcentage, on a dit que dans l'atmosphère, il y avait 0,04%. 600 ppm, c'est 0,06. Ouais, c'est ça. Donc ça monte assez vite quand même. Tout à l'heure, j'ai dit 1%. 1%, on va dire que c'est pour les symptômes les plus graves, type troubles visuels, tremblement. Enfin, non, tremblement, c'est encore après. Ouais. Problèmes respiratoires, troubles visuels, ça c'est à partir de 3%. L'acidose, donc l'acidification du sang, c'est plutôt 1%. 1%, je rappelle, c'est 10 000 ppm, d'accord ? Mais les effets concernant les raisonnements intellectuels et tout, la mémoire, ça, c'est avant les 1%. Donc j'ai trouvé un 600 ppm, mais à vérifier. Honnêtement, tous les nombres que je vous donne là, c'est des trucs que j'ai piochés à droite, à gauche. Je suis pas ultra serein de mes chiffres. Gardez en tête un peu plutôt l'ordre de grandeur du millier de ppm, voire 10 000. Ça commence à être grave à 10 000 ppm. Et les premiers symptômes, on va dire plutôt cognitifs, ça apparaîtrait plutôt autour de 1000. Quoi. Un truc comme ça. Walou. Après, est-ce que vous avez des questions ? Oui, je vois Scaboro qui dit 600 ppm, ça craint parce qu'on est déjà à 400. Le CO2 se brasse facilement, c'est-à-dire pour peu qu'on soit dans une pièce pas complètement fermée, il va s'accumuler difficilement, quoi. Il a tendance à se diffuser facilement, donc
voilà, juste vous enfermez pas, enfin vivez normalement, vous ne devriez pas connaître de problème de CO2, hein. C'est pas quelque chose qui est non plus ultra commun, mais voilà. On arrive au terme de l'émission, non? Ouais, on arrive au terme, en plus il est plus de 10 heures, donc c'est parfait, on a rempli notre quota d'heures. C'est bien, parce qu'à chaque fois on est au timing, Ouais. prêt. On va pouvoir continuer de répondre, enfin de parler de l'émission et éventuellement répondre à des questions si vous en avez, mais je pense que je vais arrêter la rediff ici, si ça te va aussi. Ça te va? Oui, bien On sûr. dit au revoir à YouTube. Le monoxyde. Ouais. On dit bye bye. Salut YouTube, des bisous. Ciao, ciao. Si tu veux la suite, faut rester sur Twitch.